On y va, il est 10h31. Bonjour à tous. Bravo, bravo, vous êtes venus, c'est bien. Bienvenue dans cette deuxième session XLR. Donc, pour mémoire, je vous rappelle que ces sessions sont informelles. L'idée, c'est juste de discuter entre nous avec des gens peut-être un peu plus expérimentés, des gens plus débutants, parfois étudiants, parfois juste ayant envie de faire ce métier. Voilà, on a ouvert ce canal pour qu'on en discute entre nous. Il n'y a pas de thème précis. Les thèmes, c'est vous qui allez nous les apporter. Le chat est là si vous voulez poser vos questions ou donner vos idées. Voilà. Et nous, on est là pour discuter avec vous, pour répondre tranquillement, avec bienveillance et tout ça. Et voilà, là, il y a quelques gens qui rentrent. Donc, Ken Yasumoto qui vient de rentrer. Voilà. Ken. Alors, salut Ken. Donc voilà, juste on va se faire un petit peu les présentations parce que alors il y en a qui étaient sur les sessions précédentes avec Jocelyn et Laurent et c'est vachement bien parce que du coup même les questions, vous pouvez reposer les mêmes questions que vous avez posées à Jocelyn et à Laurent, à Jean-Baptiste et moi, et on aura sûrement des réponses différentes. Et c'est un peu l'intérêt de ces réunions aussi, c'est de comprendre que ce n'est pas un truc dogmatique, que chacun a un peu sa vision du métier, que vous aurez certainement autant d'avis que d'interlocuteurs. Donc, il faut vous faire vous-même votre idée en posant voilà, les questions à tous les gens. Et c'est l'intérêt de faire toutes ces sessions, c'est qu'à chaque fois, on aura des intervenants différents, d'univers différents, de générations différentes. Et c'est ce qui fait aussi tout le tissu de ce métier. Donc, voilà. Alors, moi, je suis Laurent Zelig, je suis ingénieur du son. J'ai commencé il y a pas mal d'années, puisqu'en fait, je voulais faire du son quand j'étais tout petit, mais je ne savais pas si je voulais faire de la musique, de la sono, rien du tout. Je n'avais pas tellement, je ne pas du tout de ce milieu. J'étais pas bon à l'école, mais je voulais juste faire du son et j'étais sûr que j'y arriverais. Et, et le hasard a fait que j'ai loupé une première fois mon bac et que j'ai fait pendant les vacances un stage grâce à je sais pas quoi, une vague connaissance de mes parents dans une boîte qui s'appelait SIS, qui était une énorme boîte de mixage à l'époque. On était en 1981, donc ça date pas d'hier. Hein. Et donc je me suis retrouvé en stage dans cette boîte qui faisait du mixage et je me suis retrouvé donc sur le mixage de la VF de James Bond, de L'espion qui m'aimait de James Bond, et en même temps le mixage de Coup de torchon, qui était un film de Bertrand Tavernier. Et autant le mixage de la VF de James Bond, c'était rigolo, mais en fait, le truc de voir 53 fois la bagnole exploser et de mixer en passant en avant, en arrière dans un Audi, je me suis dit, oula, j'ai pas du tout envie de faire ça dans la vie. Autant en voyant Coup de torchon, qui était un film avec Deneuve et Philippe Noiret, tout d'un coup, j'ai eu un déclic en me disant, mais il y a forcément des gens qui ont été en Afrique, parce que ça se passait en Afrique, qui étaient partis là-bas, tourner ça et enregistrer les gens qui parlent, qu'on est en train de mixer, et les petits oiseaux, et la vie, et tout ça. Et je me suis dit, bam, c'est ça que je veux faire dans la vie, en fait. Je vais aller me balader, je vais aller enregistrer les petits oiseaux, la vie, les gens et les comédiens, ça a l'air chouette. Et voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé donc, de faire ce métier, vraiment, de son direct au cinéma. Je suis rentré ensuite, du coup, aussi par copinage. J'ai eu la chance voilà, d'avoir une relation qui connaissait bien Jean-Pierre Rue, qui était à l'époque un maître du son direct. Et je suis rentré à Hélisson, qui était sa boîte, où j'ai passé un an et ça a été ma vraiment première formation. Après avoir repassé le bac, hein, j'ai oublié ce petit truc. Mais donc je suis rentré tout de suite après chez Hélisson. Je suis resté en stage à faire
de la log de matériel, du repiquage, aller faire un peu n'importe quoi, la peinture et les courses chez les uns et chez les autres. Et puis, j'ai commencé à tourner comme stagiaire, puis comme perchman. Je suis parti à l'armée, parce qu'il y avait encore ça à l'époque, et j'ai eu la chance de faire le cinéma des armées, qui était une expérience absolument, en fait, pour nous formidable, parce que ça nous permettait, nous jeunes débutants, de tourner pendant un an non-stop, avec des moyens, et ça a été vraiment, et de se faire un réseau qui est encore mon réseau, c'est-à-dire que les gens que j'ai rencontrés à l'armée sont encore mes copains avec qui je fais du cinéma aujourd'hui. Donc ça a été vraiment, curieusement, un gros starter. Et voilà, et ensuite, donc, je suis sorti, et puis j'ai commencé à travailler comme perchman. J'ai été perchman 13 ans, puis je suis passé ingénieur du son, et je le suis encore aujourd'hui, après avoir fait pas mal de longs métrages, de séries, de téléfilms, de reportages, et un peu écumé tout ce qui se faisait avec du son et de l'image. Voilà, j'ai essayé d'être court, mais c'est 40 ans de vie à résumer en 3 minutes. Voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Et maintenant, je cède la parole à Jean-Baptiste, qui va être avec nous aujourd'hui, ensemble, et qui vous fait un petit coucou. À toi, Jean-Baptiste. Coucou. Bonjour à tous, moi je m'appelle Jean-Baptiste Faure, je suis perchman maintenant depuis très longtemps, depuis presque 30 ans. J'ai un parcours qui est un peu différent de celui de Laurent, mais un déclic qui est assez similaire en fait. Pour tout résumer en 2 mots très rapidement, je voulais moi faire de la musique quand j'étais avant le bac, quand j'étais au lycée, je voulais être ingé son de musique, mon rêve c'était d'être ingé son de Paul McCartney en concert, voilà, c'était mon rêve, voilà, c'est clair. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse du son, soit ingénieur de son de Paul McCartney, soit faire de la prise de son musicale en live ou quoi que ce soit. Donc, j'ai cherché à faire une école. J'ai réussi à rentrer à Louis Lumière, tant bien que mal, au bout d'un certain temps. Et arrivé à Louis Lumière, je me suis rendu compte que il y avait une espèce de, comment dire, de partage. On était en deux. Il y avait 2 groupes. Il y avait ceux qui voulaient faire du cinéma, qui étaient vraiment passionnés de cinéma, et ceux qui voulaient faire autre chose. Donc, je me suis retrouvé dans ceux qui faisaient autre chose. Donc, j'ai absolument pas touché de PR, j'ai absolument pas fait de court-métrage, j'ai absolument pas rien fait du tout, pas de plateau, rien du tout. Et le hasard et des choses ont fait que, par le plus grand des hasards, je me suis retrouvé à faire un court-métrage, mais c'est vraiment un hasard pur, hein. Il y a le téléphone qui a sonné dans la salle du prof principal. Mon pote, du moment a décroché. C'était des étudiants de Paris 8 qui voulaient faire un court-métrage. Ils nous ont proposé de faire le court-métrage. Et je me suis dit, bon, on va essayer. J'avais jamais tenu de perche, lui non plus, ni un magnéto quasiment. Et on s'est retrouvé à faire ce court-métrage. Et là, c'était vraiment le déclic également. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que c'est trop fun, quoi, un court-métrage, d'être en tournage avec des gens. En plus, on était une bande de 15 dans une maison à Orléans. Et évidemment, c'était la fête. On enregistrait des trucs. Enfin, bon, bref. Donc tout ça pour dire que d'un seul coup, j'ai découvert ce monde du son à l'image. J'ai fini le Lumière et à partir de là, j'ai quand même essayé de continuer à vouloir faire du son en musique. Donc j'ai fait le tour des studios, de tout ça et tout. Et comme je n'étais pas musicien, je me suis rendu compte très vite que c'était pas possible en fait. Moi, je voulais enregistrer, bon, pas de McCartney, ça, je pense que j'ai très vite compris que c'était pas possible. Et je voulais également enregistrer des concerts classiques, du jazz, tout ça, mais j'étais pas musicien. Donc, j'ai un peu abandonné l'idée. Tout ça pour vous dire qu'il faut faire un peu preuve aussi des fois de lucidité dans ce qu'on a envie de faire et ce qui est possible d'être fait. Et je me suis tourné vers la fiction parce que c'est ça que je voulais faire. Donc, j'ai commencé à contacter des gens qui étaient un peu importants dans le milieu. Et j'ai eu la chance d'être pris sous le parrainage de Pierre Lenoir, qui était un grand, grand ingé son à l'époque, qui est à la retraite aujourd'hui, et qui, grâce à lui, m'a permis de mettre un premier pas dans ce métier, avec lequel j'ai fait 2 stages et dans lequel j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer plein d'autres personnes, notamment par la Copra, qui était une société qui regroupait beaucoup d'ingé-sons à l'époque, et donc qui m'ont un peu ouvert les portes pour pouvoir faire des repiquages de courts-métrages, pour me prêter du matériel, etc. Et tout. Donc, voilà. Et du coup, j'ai rencontré des gens et voilà, petit à petit, de fil en aiguille, en faisant des courts-métrages avec les uns, en faisant des stages avec les autres. Voilà. J'ai fini par
alimenter mon expérience et finir par rencontrer des gens avec qui j'ai pu commencer à faire mon premier film. Voilà. Super. Voilà pour le parcours. Alors, il y a un petit truc qui peut être intéressant à voir, c'est que Jean-Baptiste et moi, on a un parcours parallèle qui date, puisqu'on travaille ensemble depuis depuis 20 ans. Donc, on a fait beaucoup de films ensemble. Jean-Baptiste a été mon perchman quasi exclusif pendant, je sais pas, enfin, pendant quasi 20 ans, avec des petites interruptions de temps en temps. Mais voilà, on a aussi ce profil particulier, tous les deux, voilà, d'un parcours très parallèle, voilà, qui peut aussi évoquer des questions. Voilà, donc maintenant, c'est à vous, la parole est à vous. Je vois qu'il y a une question de Jules. Jules, si tu veux, voilà, qui nous dit que tu as 10 ans d'expérience dans une ville de province, que tu viens d'arriver en région parisienne. Ah bah, c'était pas le moment, mais bon. Et que tu... Alors, je comprends pas très bien cette histoire d'impression qu'il faut être plus spécialisé. Tu peux te démuter, nous en dire plus? Vous m'entendez là? Ouais, très bien. Ouais. Oui, parce que moi, je faisais, c'était à Poitiers, voilà. Et en fait, on était deux ingé son audiovisuels dans la ville, et donc on faisait tout. Mmh. C'est-à-dire que moi, j'ai appris à faire de la prise de son, OPS, Perchman, monteur son, mixeur, pour de la stéréo ou pour du 5 points sur du court-métrage, des commandes institutionnelles, enfin des tas de trucs. Voilà. Ouais. Et là, j'ai l'impression par contre que vu qu'il y a beaucoup plus de monde et que donc il y a beaucoup plus de, mais aussi beaucoup plus de travail, mais il faut peut-être essayer de s'identifier comme un métier particulier, quoi. Voilà. Oui, alors c'est compliqué. Est-ce que toi, tu as une envie particulière ou est-ce que tu as encore envie de tout faire? Des envies, j'en ai deux principales. C'est du montage son parce que j'en ai fait énormément et que je commence vraiment à me sentir à ma place là-dedans et voilà. Mmh. Et de l'autre côté, j'adore le tournage, j'adore ça. Voilà. Et là, sur Paris, une semaine avant le confinement, j'ai fait deux premières émissions télé en assistant. Donc, c'était déjà pas Ouais. mal. Je connaissais pas ça. Ouais. Voilà, mais moi, j'adore être polyvalent et je sais que ça peut être à mon désavantage, je pense. Alors, écoute, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais on a quelqu'un ici qui peut sûrement répondre à ta question. Ken, tu es avec nous? Ken, Oui, tu es là? ouais. Tu as entendu là? Salut Ken. Salut, bonjour. Super. Beaucoup de batterie. Il faut que je bouge. Je bouge. Ah, Et Oui. t'as un contre-jour en plus qui est très violent. tu as un très beau contre-jour et je pense que Oui. Ken est la personne qui peut répondre à cette question, si tu veux bien. La polyvalence. Si tu peux peut-être décrire en 2 minutes ton parcours. Mon parcours, c'est, j'ai fait un parcours classique pour les études. Enfin, classique. Maintenant, classique, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans le son qui ont fait une école maintenant, ce qui n'était pas le cas ni des gens de ma génération, forcément. Voilà. Mais j'ai fait Louis Lumière, donc. Enfin bon, j'ai fait je voulais pas faire de son au départ. Je suis tombé amoureux du cinéma. J'ai passé le concours. J'ai fait Louis Lumière. Et alors mon parcours professionnel, j'ai commencé plus dans le tournage parce qu'à Louis Lumière, en fait, à l'époque, c'était en 92. Enfin, je suis sorti en 93. On ne faisait quasiment pas de post-prod. Ou alors, si on en faisait, c'était vraiment parce qu'on était très motivés et donc j'en faisais, mais sans l'aide des profs ou de l'école. C'est-à-dire qu'on utilisait les moyens techniques qui étaient quand même assez limités à l'époque de l'école. Donc, j'avais une petite expérience en mix, montage son zéro, puisqu'il n'y avait même pas de Pro Tools. Ça existait, il y avait le Pro Tools 2. Mais... Bref, je suis sorti, j'ai fait du tournage, beaucoup de clips et de pubs au départ
pour des, enfin bon, voilà, parce que c'était ce qu'on me proposait à l'époque. Mais ce que je voulais faire, moi, c'était de la fiction. Donc, j'ai cherché des postes de perchman. Donc, j'ai fait perchman pendant pas longtemps, de 96 à 2000 peut-être. Et je me suis retrouvé. En fait, je travaillais avec un ingé son qui faisait de la post-prod aussi, ce qui était assez rare à l'époque. Il faisait du montage son, pas de mix, mais du montage son. Et du coup, je me suis mis à la post-prod aussi. J'ai commencé à faire du montage son. Et j'ai continué à faire beaucoup de montage son depuis, et du mix. Donc maintenant, je fais les trois. Sachant que je fais beaucoup plus de post-prod que de tournage. Je ne fais les tournages que si je fais le montage son derrière ou le mix. Voilà. Alors, à la question, est-ce que c'est un désavantage, un inconvénient ou... Moi, perso, de mon point de vue, c'est que enfin, maintenant, ce n'était pas forcément le cas il y a 20 ans, mais maintenant, je me dis, je vais là où je m'amuse. Voilà. Donc, je me pose même plus cette question de est-ce que c'est un avantage. Mais bon, comme j'ai un peu d'expérience, tout ça, c'est certainement plus facile que au début. Je suis pas sûr. Je pense qu'à l'époque, ça aurait été très compliqué de revendiquer un peu cet aspect polyvalent. Ça l'est beaucoup moins maintenant, parce que moi, j'ai pas mal d'assistants qui maintenant… alors, la question du tournage et post-prod se pose toujours un peu, mais par exemple, montage son, mixage se pose beaucoup moins maintenant, même s'il y a des résistances, parce que, enfin, il faut dire la vérité, hein, il y a du corporatisme, il y a des gens qui sont assez… qui sont un peu rétifs à ce genre de démarche, mais il y a une forme de logique. Enfin, moi, j'en suis arrivé à la conclusion, là, que ce que je veux faire, c'est du son dans le cinéma et c'est pas un poste spécifique. Après, voilà, ça dépendra vachement de ton parcours personnel, comment ton approche. Moi, je pense que c'est pas un frein. Le frein principal, c'est con à dire, mais c'est ton emploi du temps, quoi. Parce que de concilier tournage, post-prod, c'est très compliqué parce que ça ne s'emboîte pas bien, quoi. Enfin, si tu as beaucoup de propositions, si tu as peu de propositions, forcément Mais si tu as beaucoup de propositions, il faut faire un choix à un moment donné, de toute façon. Alors, moi, le choix que j'ai fait, que je continue à faire, c'est d'essayer de tout faire sur un film, de faire en sorte de pouvoir au moins faire le montage son et le mixage. Sinon, le tournage, faire les trois. Ce qui permet… Enfin, c'est une approche, moi, qui m'intéresse parce que c'est un vrai travail avec le réalisateur de bout en bout. Voilà. Enfin, j'ai l'impression qu'on peut creuser pas mal de choses, qu'on a un peu le droit à l'erreur, ce qui est moins le cas quand on fait que du tournage. Forcément, quelqu'un d'autre va travailler sur notre prise de son. Donc, il y a quand même des contraintes qui sont moindres quand tu fais tout. Ce n'est pas pour ça que je fais ça, mais c'est aussi la réalité, quoi. C'est-à-dire que et quand tu fais la prise de son, tu penses montage son tout le temps. Tout le temps. Voilà. Ouais. Si je peux rebondir juste là-dessus, effectivement, moi je suis complètement d'accord que pour le tournage, avoir une expérience de montage son, c'est un énorme plus. Oui. Après, il ne faut pas trop se reposer dessus. C'est-à-dire qu'il faut quand même garder ces réflexes d'ingé son. Moi, j'avais déjà, parce que comme je n'ai pas commencé par la post-prod, je n'ai pas eu une approche de monteur son. J'ai quand même appris avec des ingé sons et à l'eau lumière, mais il faut se méfier aussi de ça. C'est-à-dire que tu es un peu schizophrène, enfin, si on veut. Après, il faut faire au mieux pour le film, mais il ne faut pas se reposer trop sur là, parce qu'après, tu as des surprises aussi. Enfin, tu le sais si tu as fait les deux. Tu sais très bien que on connaît les outils de post-prod, mais elles ont aussi leurs limites. Et des fois, on est surpris. On pensait pouvoir, je donne un exemple, dénoiser un direct. Et en fait, ça ne marche pas. Donc, il faut quand même se méfier. Et le travail d'ingé son reste quand même le même
Je pense plus au montage son, pas sur la qualité du direct même, mais c'est de préparer le travail de montage son au niveau des sons seuls. Et donc, c'est une préparation que tu ne fais pas tout seul, que tu fais avec la production. C'est-à-dire, comme tu as un statut de monteur son, voire de mixeur, tu as une forme de légitimité pour discuter d'organisation, d'enregistrement de son seul, d'enregistrement d'ambiance, etc. Tu peux préparer le terrain et même au niveau du budget, de pouvoir argumenter et dire, voilà, ce qu'on aurait fait en post-prod, ça coûte tant. Si on le fait maintenant sur le tournage, ça coûtera tant. C'est plus intéressant pour vous, enfin, d'un point de vue purement financier. Des choses comme ça. Enfin, il faut être malin, quoi. C'est-à-dire que c'est pas toujours... Mais il faut pouvoir… Et ça c'est pas mal. Parce que sinon, on te prend moins… C'est pas qu'on ne te prend pas au sérieux, mais on sait que c'est pas toi qui prendras en charge les sons seuls. Donc, souvent, la réponse qu'on a, c'est « Oui, mais le monteur son, ça va, il a des sons. » Sauf que le monteur son, c'est toi. Donc, tu dis « Bah non, là c'est du birman. Le birman, on ne le fera pas en France. » Donc, il faut le faire maintenant. On a plein de birmans. Je donne un exemple. C'est un film que j'ai fait comme ça qui se passe en Birmanie. Donc, si on ne le fait pas maintenant et qu'on ne fait pas genre une demi-heure, mais une journée complète avec des figurants en mettant en scène, on ne les aura jamais. Donc, ça, tu t'arrives à argumenter parce que tes monteurs sont aussi. Enfin, plus facilement, disons. Est-ce que, Ken, tu as l'impression que ce profil-là, qui était de notre génération, très atypique, et aurait plus tendance à se généraliser ou en tout cas à simplifier, à être plus facilement entendu? Moi, je pense que c'est plus facile. Après, moi, je pense que j'ai une vision un peu faussée parce que j'ai tendance à prendre comme assistant des gens qui ont ce profil-là. Donc, j'ai l'impression que les jeunes sont plus là-dedans, mais ce qui n'est pas forcément vrai. En fait, je ne saurais pas dire. Les gens avec qui je travaille font pas trop le tournage, c'est vrai, mais ils ne se posent pas de questions. Ils font du montage son et ils mixent. Ils ont en général une préférence au départ, mais pour eux, il n'y a pas de barrière entre les deux. Oui, parce que c'est d'ailleurs souvent le cas pour les élèves qui sortent de la FEMIS. Moi, j'interviens à la FEMIS depuis depuis la deuxième promotion. Et le problème est toujours resté… Je parle de problème, mais ce n'est pas vraiment un problème. C'est que comme ils sont formés et très bien aux trois disciplines, de la prise de son, du montage son et du mixage, ils sortent de l'école en très souvent ne sachant pas quel métier, entre guillemets, ils vont faire. Et ils se donnent du temps pour explorer ces trois métiers. Mmh. Alors, jusqu'à ce qu'ils se décident. Mais c'est souvent l'idée de se décider après, mais pas de faire de tout. Parce qu'il y a un moment, effectivement, tu as raison, c'est une question d'emploi du temps aussi. On ne peut pas se rendre disponible pour tout. Et puis, je pense d'envie. Et tu vois, c'est ce que je te disais, Jules, au départ. Je pense que ce qui fait le truc, c'est l'opportunité, l'envie. Toi, c'était la rencontre avec Vincent. Mais voilà, donc je pense qu'il y a un moment… Au départ, le montage son, j'y pensais pas du tout. C'était même pas envisageable parce que je savais même pas trop ce que c'était. J'avais fait des stages, mais je comprenais pas bien. C'est bizarre, hein, mais en fait, c'est une opportunité. C'était de voir Vincent. Pas une opportunité que professionnelle, mais c'était Vincent. Il a réussi à me donner envie, enfin à rendre le métier de monteur son vraiment intéressant, quoi, pour moi. Et donc ça m'a donné envie de continuer. Sinon je l'aurais pas fait, évidemment. C'était pas que parce qu'il y avait du boulot Et je pense de toute façon que tout dans ce métier, le truc, c'est les choix qu'on fait, quoi. Parce que des choix, on en fait tout le temps. On en fait tout le long de notre carrière. On choisit les films quand on peut, évidemment. C'est-à-dire qu'on a le droit de dire oui ou non. On a le droit de dire non, quoi, à un film. Oui, c'est vrai. Et puis, il y a un truc aussi que je n'ai pas dit dans ma petite présentation au départ, c'est que quand j'ai commencé, moi, ce métier, je voulais être ingénieur du son.
Je ne voulais pas du tout être perchman, je trouvais que c'était nul comme métier. Et, euh, et je me suis dit, je vais faire perchman 3 mois, ça me fait chier, c'est lourd, c'est difficile, c'est pas très intéressant. Et puis, j'ai commencé à le faire, et puis j'ai adoré ça. Ouais. Et j'ai évidemment, petit à petit, j'ai su le faire, et peut-être j'ai su le faire bien, et le faire sur des films de plus en plus intéressants, avec des ingénieurs du son de plus en plus intéressants. Et ça a été mon vrai trésor de guerre. Et ça a été, oui, je l'ai fait 13 ans, alors que j'étais supposé le faire 3 mois. Parce que, oui, j'ai découvert du coup ce métier, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, mais c'est aussi en forgeant qu'on aime, qu'on aime forger, tout simplement. Donc, je crois, voilà, faut, je pense, rentrer dans ce métier, dans ces métiers sans a priori, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, en fait. Après, si je peux rajouter un truc, on a tendance aussi un petit peu à cataloguer quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a la post-prod, il y a le tournage. Pour revenir à la question initiale, si tu veux démarrer, est-ce qu'il n'y a pas, entre guillemets, un choix à faire, quitte après à pouvoir appliquer les deux? C'est-à-dire, dire, voilà, je vais rencontrer des gens qui font du tournage, à part Ken et quelques personnes. Je serais curieux de savoir quel pourcentage de personnes font comme toi, Ken, c'est-à-dire qui font le tournage et la post-prod. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait énormément aujourd'hui qui travaillent vraiment. Et j'ai l'impression que pour commencer, c'est quand même peut-être plus judicieux pour commencer, pour avoir un réseau, c'est ça que je veux dire, hein, évidemment. Comme c'était ta question initiale de savoir à Paris comment faire pour avoir un réseau. Si c'est bien ça la question, j'ai l'impression que c'est pas mal de cibler un peu, quitte après à pouvoir appliquer une fois que tu as commencé à avoir un réseau, soit en tournage, proposer tes services de post-prod sur des films à des réalisateurs ou l'inverse, tu vois. Enfin, c'est une sensation que j'ai, comme on t'appelle comme pas mal. Je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que je pense que quand tu débutes, non, pas que quand tu débutes, en fait, de faire comme ça tout, c'est très compliqué si tu n'as pas une approche. Enfin, moi, je peux le faire parce que les réalisateurs veulent que je le fasse. Ouais. C'est une demande des réalisateurs. Voir des productions, c'est plus rare. Mais c'est-à-dire qu'on m'a aussi appelé des productions parce que je faisais ça et parce que dans le film, il y avait, enfin, soi-disant, c'était peut-être c'est plus une vue de l'esprit, mais un besoin un vrai suivi de bout en bout. Voilà. Mais en général, si je le fais, c'est parce que le réalisateur, c'est une demande et c'est une vraie discussion qu'on a avec le réalisateur. Et donc ça, forcément, au départ, c'est plus compliqué. Sauf si tu travailles avec un jeune réalisateur, c'est-à-dire que vous avez commencé ensemble, et ça, j'en connais des assistants comme ça. Je ne dis pas que ça va continuer, c'est-à-dire que là, je parle de court-métrage, ils font tout. Et peut-être que si le réalisateur un jour fait un long-métrage, il aura cette approche de dire ce que je faisais pour les courts-métrages, je vais le faire pour le long-métrage. Et donc, tu vas tout faire. C'est-à-dire, ce qui ne sera pas forcément le cas, parce que là, pour le coup, il peut y avoir une pression de la production qui dit c'est pas sérieux, personne ne fait tout, on va prendre un ingé son expérimenté pour le tournage, et puis pour la suite, voilà. Éventuellement, monteur son, tu mets ton copain. Et voilà, il peut y avoir ce genre de réaction. Mais c'est un truc que tu ne peux pas faire, et d'ailleurs qui pour moi n'a pas d'intérêt si les réalisateurs ne sont pas avec toi, quoi. Oui, bien sûr. Je pouvais rajouter deux choses. Déjà, moi, je suis assez contre le fait de faire montage son et mixage. Par rapport à mon expérience personnelle, je trouve que c'est vachement bien quand il y a un mixeur qui a des oreilles fraîches qui arrive sur le travail. Enfin, moi, à chaque fois, j'ai préféré en tout cas. Et deuxième chose, par contre, j'ai fait beaucoup de courts-métrages en montage son. Et par contre, il y en a de plus en plus des ingénieurs du son qui connaissent très bien le travail de montage son, qui ont RX sur leur ordinateur pour tester justement le denoiser sur place, si jamais, etc. Enfin, j'ai l'impression que moi, j'ai moins de 35 ans, et dans ma génération, nous, on a grandi, on a d'abord touché des ordinateurs avant de toucher un enregistreur. Ouais, mais en fait, voilà. Je trouve que c'est pas un problème. C'est vrai, mais disons que l'aspect technique, pour moi, il est quasi anecdotique.
parce que l'expérience de monteur son ou de mixeur, c'est technique. Bien sûr, il faut apprendre, mais c'est quand même, je veux dire, c'est pas de la physique nucléaire, quoi. Donc, c'est pas si compliqué que ça. Pour moi, c'est quelle est ton approche dans le son sur un film et comment tu travailles avec un réalisateur. Et ça, c'est pas parce qu'on connaît RX ou qu'on sait le faire. Et bon, peut-être que ça demande de l'expérience, mais ça demande aussi de l'expérience avec un réalisateur en particulier, de le connaître et d'apprendre aussi avec le réalisateur. Mais c'est plus ça, c'est ton approche et aussi une histoire d'organisation. Moi, je trouve ça super intéressant aussi de comment organiser le son d'un film de bout en bout. Je l'ai fait rarement, hein, je ne veux pas dire que je l'ai fait sur tous les films, mais il y a des films où on est parti du scénario. Parce que justement le réalisateur, et donc on lisait le scénario, on ne parlait pas forcément de son, et puis petit à petit on avait une approche de comment on va organiser le son sur le film. Alors, on a pu se tromper, hein, moi je me suis trompé mais en tout cas c'était intéressant. C'était intéressant parce que tu as vraiment l'impression de participer à l'élaboration du film, enfin modestement, hein, mais quand le réalisateur est enthousiaste et qu'il te fait confiance et qu'il y a beaucoup de discussions, voire des engueulades, c'est pas mal. J'aime bien ça. Dac. Voilà. Merci Ken. Tu reviens quand tu veux. Ouais. Tu interviens quand tu veux. Ça a répondu en partie à ta question. De l'autre partie étant qui recrute et ainsi de suite. Qui recrute, c'est toujours pareil. Hein, c'est un réalisateur. Ça dépend à quel poste. Si tu es perchman ou tu es assistant, selon ta assistant, c'est un ingénieur du son qui va te recruter. Si tu es monteur son, ça va être plutôt un réalisateur ou un assistant, ça sera le chef monteur. Donc voilà. Je posais cette question parce que je vois j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes, plus jeunes que moi, et notamment parce que aussi ça va dépendre beaucoup du produit. Du film, du type de film, je veux dire. Si c'est de la fiction, si c'est de l'animation, si c'est du documentaire, si c'est du reportage, etc. Est-ce que la question, c'est surtout pour la post-production, ça. Ouais. À savoir, est-ce que les studios, certains studios recrutent eux-mêmes parce qu'ils ont affaire, je ne sais pas moi, à des séries de dessins animés ou ce genre de choses. Et dans d'autres cas, plus en fiction, ça va être le réalisateur et le producteur qui vont décider. Pardon, pour intervenir. Oui, vas-y, ouais. Excuse-moi. Autant on peut peut-être faire tout la prise de son, le montage son. Autant, comment dire, tu parlais de dessins animés, de séries, on fait des séries et des fictions, les deux, enfin des longs métrages, mais par contre, passer par exemple, tu parlais d'émissions de télé à la fiction pure long métrage, pour le coup, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui font tous les domaines. Donc, et dans chaque domaine, le recrutement, si on peut appeler ça comme ça, se fait de manière différente. Parce que tu as des prestataires dans certains domaines, dans d'autres, c'est de l'intermittence pure. Donc là, c'est les connaissances, le réseau. Voilà. Donc, ça dépend aussi de ce que tu veux faire, quoi. Et pour le coup, passer d'un milieu à un autre, il me semble que c'est un peu compliqué pour l'instant. Voilà. Ouais. Oui, c'est difficile d'attaquer. C'est des réseaux très différents, donc c'est difficile d'attaquer et de s'intégrer, de rentrer déjà dans un réseau, c'est compliqué. Dans deux, c'est encore plus compliqué. Dans trois, ça devient très très difficile. Arriver à affirmer une crédibilité dans plus d'un réseau, c'est vraiment déjà compliqué, quoi. Voilà, on a répondu à tes questions, Jules. Eh oui, de toute façon, il y en a toujours des milliers derrière, oui, de questions, évidemment. Non, mais moi, pour partager un petit peu mon expérience personnelle au niveau des études, etc., moi, j'ai eu la chance de faire un lycée cinéma audiovisuel
Et après, je suis allé à la fac, j'ai fait un truc tout pourri, hein, c'était art du spectacle, dans lequel maintenant je suis prof, d'ailleurs en licence 3. Et j'ai rencontré un intervenant son qui était là parce qu'on faisait un tournage sur un week-end. C'était vraiment de l'initiation. Et il n'y avait que moi qui était intéressé par le son. Et du coup, derrière, 2 mois après, son perchman était malade, je l'ai remplacé. Et ça s'est fait comme ça. Oui. Et ma première expérience, comme tu disais tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, c'était Jean-Baptiste, je crois, sur un hasard comme ça, moi, ça s'est fait pareil. Et après, il m'a parrainé aussi. Et j'ai l'impression que ça marche encore comme ça, et tant mieux, je trouve. Les relations de maître-apprenti, on va dire, pour simplifier, je trouve ça génial. Et moi, je n'ai pas fait de Louis Lumière, je n'ai pas fait de Fémis, etc. Je fais beaucoup de formations continues parce que c'est génial, notamment à l'INA. J'ai l'impression qu'on apprend toujours dans ce métier-là. Et après, je sais que mon problème, moi, c'est que j'ai envie de tout faire. Mais bon, parce que ça m'éclate. Voilà. Dac, dac. Dac, dac. Merci, Jules. Alors, Isia, vous avez une question à propos du poste de second assistant sur les plateaux de long métrage. Alors, Isia, je ne te vois pas. Vous m'entendez? Oui, Oui. Salut, Isia. Bonjour. Alors, moi, j'ai une petite question. Juste 2 mots par rapport à mon parcours. Moi, j'ai fait la Cinéfabrique. Je suis sortie il y a 2 ans. Et en fait, à l'école de la Cinéfabrique, ce qui est bien, c'est que la 3e année, on est en apprentissage. Donc, on a déjà l'occasion de faire des longs métrages. Et du coup, moi, pendant ma 3e année d'école, j'ai eu la chance d'être apprentie sur 2 longs. Donc, je suis sortie de l'école en ayant déjà eu, on va dire, 2 longs dans mon sac. Et après ça, j'ai eu la chance d'être prise comme seconde sur un 3e long. Et ensuite, j'ai refait 2 autres longs en tant que stagiaire. Ouais. Après ça, de toute façon, j'étais plus conventionnable parce que j'avais 26 ans. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai travaillé avec donc, des équipes différentes et c'est des gens avec qui je garde des excellents contacts, mais qui, en fait, peinent vraiment à réussir à négocier avec les productions d'avoir un second. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on s'appelle ou qu'on s'envoie des messages, ils me disent, bah non, là, on m'a proposé soit personne, soit de partir à 2, soit un stagiaire ou un apprenti de la Cinéfabrique. Mais j'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de films où il y a le budget pour avoir un second. Et moi, je suis un peu dans cette problématique que, bon, du coup, je fais du cours, je fais du docu, je fais d'autres choses hyper intéressantes. Mais en tout cas, je fais un petit peu de renfort de temps en temps. J'ai des chefs qui m'appellent en me disant, bah voilà, j'ai besoin d'un second pour 2 jours. Et un vrai poste de second, ça existe de moins en moins. Et que c'est de plus en plus remplacé par des postes de stagiaires. Et ce qui aussi me pose question, c'est que moi, quand j'ai fait 5 longs métrages, dont 4 en tant que stagiaire, on me proposait encore plein de stages. Et en fait, c'est un peu, enfin, je me dis, avec déjà 5 longs en tant que stagiaire, enfin, il y a un moment donné où en fait, on fait globalement la même chose qu'un second. Donc, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à défendre de la part des chefs de dire, bah, je prends un second et pas un stagiaire, quoi. Enfin, voilà, je voulais un peu vous... Oui, bah, évidemment, c'est une question centrale qui nous occupe à plein temps. Alors, il y a plusieurs trucs. Est-ce qu'il y en a de moins en moins? Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de moins en moins de seconds. Moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de second, en fait. Il y avait des stagiaires payés au lance-pierre. Il n'y avait pas, le poste de second n'existait pas. Il n'existe d'ailleurs toujours pas dans les termes, en tout cas dans le long métrage. Il existe dans la télé, dans la convention collective de la fiction télé, mais pas dans le cinéma. Alors du coup, les gens sont payés comme, tu as dû l'être, comme régisseur adjoint ou des trucs comme ça, et c'est même pas du son, quoi. Donc, c'est pénible. Et nous, on essaye, évidemment, moi je vends toujours l'idée d'un second plus que d'un stagiaire, évidemment, à chaque fois. Et à chaque fois, on fait oui. Et puis soit ça marche de temps en temps, soit le truc est rétrogradé en stagiaire, même sur des films à 25 millions. Et on a beau se battre, et on a beau
Hein, Jean-Baptiste, on a mené ces combats-là depuis toujours, quoi. Et donc, je sais à quel point c'est compliqué. En revanche, je sais aussi que c'est plus facile, là, pour le coup, dans la fiction télé, parce que ce poste-là existe vraiment. Sur les quotidiennes, par exemple, il y a des vrais postes de second qui sont en plus ultra formateurs, parce que c'est beaucoup de perches, c'est beaucoup d'équipements de HS, c'est vachement formateur. Nous, on y travaille aussi, puisque moi, je trouve ça marrant, moi, le fait de travailler aussi sur des quotidiennes, et parce que l'exercice aussi par rapport à nous est intéressant. Et donc, il ne faut pas hésiter à aller voir aussi de ce côté-là, parce qu'il y a du boulot aussi, il y a plein d'équipes qui tournent, et que c'est un bon tremplin. Grégoire, tu es là d'ailleurs, Greg. Tu es là, Grégoire Germain? Bonjour à tous. Oui, tu peux nous en parler de ça, de cette histoire de second sur les quotidiennes? Alors, comme Laurent et Jean-Baptiste, on est collègues et certains qui sont présents ici. Donc oui, moi pour le coup, je suis perchman, on va dire, aux 3/4 du temps. Et j'ai la chance aussi de temps en temps d'être ingé son, en l'occurrence sur de la série télé. Et effectivement, ce qu'a dit Laurent, je pense que, alors en tout cas pour revenir sur le débat, c'est sûr que quel que ce soit long téléfilm, série ou ce que vous voulez, soyez bien sûr que tous les chefs de poste se battent pour ce poste de second, puisque c'est pas quelque chose qui est galvaudé et c'est quelque chose pour lequel on attache énormément d'importance. Et puis parce que mine de rien, pour les prochaines générations, c'est vous qui allez devenir des seconds confirmés, des perchman. Donc, on a aussi besoin pour nous de voir un petit peu qui c'est qui va venir nous mettre à la retraite d'ici quelques années, entre guillemets. Et après, pour revenir à Laurent, effectivement, je pense en tout cas, contrairement à ce qu'on peut imaginer avec l'arrivée des quotidiennes, et c'est un programme qui est en train de devenir de plus en plus important puisque toutes les chaînes forcément essayent de mettre en place ces quotidiennes. Il y en a des nouvelles qui vont… Alors, ça, c'était avant la période compliquée où on est, mais en tout cas, il y avait des nouveaux projets liés à ces quotidiennes. Et là, pour le coup, il y a des vrais postes de second qui sont réellement payés en tant que second et où on demande un niveau d'exigence, comme l'a dit Laurent, c'est-à-dire que c'est extrêmement formateur. On va demander à des seconds ce qu'on demande à un niveau plus élevé que ce qu'on peut habituellement demander. Enfin voilà, mais en tout cas, les seconds avec qui je travaille, je vais leur demander plus sur ces quotidiennes que sur certains autres projets, tout simplement parce qu'il y a la contrainte de temps et que pour pouvoir être efficace, et du coup, effectivement, on a des seconds qui perdent beaucoup, donc c'est très formateur. Vous avez la chance d'être encadré en général par de très bons perchman comme Jean-Baptiste ou des très bons ingé-son comme Laurent, mais il y a beaucoup d'équipes. Et ce qui est aussi une autre chance, je pense, pour vous, c'est que comme c'est des projets qui tournent à l'année, non-stop, il y a énormément d'ingé-son et de perchman qui passent. Donc, si humainement et puis sur le bagage technique qu'on demande, vous allez rencontrer énormément de personnes. Après, libre à vous de vous intégrer dans ces équipes et de voir à partir peut-être sur d'autres projets. Moi, j'ai certains seconds et certaines personnes qui sont d'ailleurs présentes ici que j'ai eu la chance d'avoir comme stagiaire sur d'autres projets et que du coup, maintenant, j'essaye de ramener dans mes bagages avec moi sur les quotidiennes. Et je pense qu'il y a plein de seconds aussi qui, du coup, d'avoir travaillé avec eux sur les quotidiennes permettra sur un long, une autre série, un téléfilm, de se dire « Ah bah oui, c'est vrai, avec lui ou elle, ça se passe très bien, on est très content. » Et c'est par exemple, moi, je suis basé à Montpellier. Sur Montpellier, il y a déjà 2 quotidiennes qui tournent.
vraisemblablement une autre qui devrait arriver. Donc, ça veut dire toutes les 2 semaines, en gros, on change d'équipe. Laurent, il connaît très bien tout ça. Sur les 2 quotidiennes installées, c'est déjà 3 équipes. Donc, ça veut dire 3 postes de second. La nouvelle quotidienne, ça devait être aussi 2 équipes pour le moment. Donc, ça veut dire 2 postes de second. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 8 personnes qui, sur des roulements, on va dire, de tous les mois, peuvent intégrer aussi ces équipes. Alors, la petite différence, c'est que là, c'est des vrais postes de second. Donc, c'est quand même fortement appréciable d'avoir un petit bagage technique parce que ça va très vite et que tout le monde mettra de la bonne volonté pour essayer de vous aider et de vous accompagner au mieux. Après, encore une fois, quand il y a énormément de minutes utiles à faire dans la journée, il y a des moments où on a le temps d'expliquer les choses, d'autres pas. Voilà. Mais en tout cas, il y a des tremplins et je parle de ces quotidiennes, mais je sais que je fais aussi pas mal d'autres séries. Et les ingé-sons avec qui je travaille, on a la chance d'arriver à avoir quand même des seconds. Donc, ce n'est pas évident, mais il y a quand même des postes qui sont là. Et c'est le format télé, comme disait si bien Laurent, effectivement, est très formateur. Et voilà, allez y jeter un œil et une oreille, et vous tomberez sur des gens. Après, ce n'est pas parce que vous tombez sur de la quotidienne que ces gens-là ne font pas du Mans. Laurent et Jean. Ouais, c'est ça, parce que pour ma c'est part ça. Aussi, voilà, c'est juste un projet dans lequel on travaille. On va en faire une petite période, mais on fait aussi d'autres projets qui ne sont pas liés que à ça. Donc, il ne faut pas essayer de forcément hiérarchiser ou se dire, ah bah dis donc, si je pars dans la quotidienne, comment je vais être vu, ce genre de choses. Non, il y a du travail. Vous allez rencontrer des gens très compétents. Et puis, vous travaillez aussi avec beaucoup de réalisateurs et beaucoup d'équipes. Donc, mine de rien, c'est aussi une très bonne approche pour vous de comment se positionner sur un plateau, quelle attitude avoir, puisque tous les 15 jours, vous aurez un nouveau réalisateur, peut-être un nouveau chef, entre guillemets, des nouveaux cadreurs, des nouveaux chefs-op. Donc, à chaque fois, il faut se réinventer tous les 15 jours pour se fondre au mieux, entre guillemets, dans la masse, être pertinent dans nos interventions. Enfin, voilà, tout ce que Laurent, Jean-Baptiste et aussi plein d'autres connaissent parfaitement. Voilà. Merci Greg. Ouais, c'est ça. Je pense que le truc important, c'est de se dire que les choses ne sont pas si cloisonnées que ça et que toutes les expériences peuvent t'amener à quelque chose. Tu sais pas quoi. Donc, c'est pas juste parce qu'on est stagiaire et second qu'on va monter dans le long métrage ou le téléfilm, n'importe quoi. Moi, je suis toujours stupéfait par les moyens qui m'ont amené sur tel ou tel projet. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une discussion en mangeant une pizza. Ça peut être qui tout d'un coup t'amène sur un long métrage. Tout est bon à prendre. Je pense qu'il faut tourner dans tout ce qu'on peut. Moi, j'ai fait du Club Dorothée quand j'étais petit. Je ne sais pas si vous connaissiez cette émission, enfin des trucs pour enfants, d'un direct machin, parce que je voulais voir comment c'était. Enfin, vraiment, j'étais partout où il y avait du son et de l'image. Je ne savais pas, je le faisais parce que ça m'amusait. Et puis, tu te rends compte que tout d'un coup, je ne sais pas, un stagiaire régie qui était là, et ben, peut-être que dans 3 ans, il va être producteur et il va t'appeler pour un truc. Partout, c'est des petites graines. Partout, c'est des petites graines qui peuvent germer et tu sais jamais ce que ça va donner. Donc, je pense qu'il faut malgré tout pas trop se focaliser sur cette histoire de second assistant, stagiaire, tout ça, mais tourner, prendre tout ce qu'il y a à prendre. Et un jour, pouf, ça explose et tu ne sais pas très bien pourquoi, ou en tout cas, tu étais loin d'imaginer que tout ça allait prendre cette forme-là. On est toujours surpris par les carrières qu'on a, même si il y a de toute façon, on reste quand même maître d'un truc, c'est de son envie et de son ambition. Faut juste pas oublier son objectif, quoi. Faut juste pas oublier là où on a envie d'aller, ce qu'on a envie de faire. Moi, j'étais un peu con-con. Hein. Moi, quand j'ai commencé ce métier, je voulais avoir un César dans les années 2000 et être le plus jeune ingénieur du son. Un truc complètement con. Mais bon, alors j'ai eu un César en 2008 et j'ai fait mon premier long comme chef à 29 ans. Je ne me suis pas trop planté dans mes ambitions, mais même si elles étaient complètement cons, mais au moins je suivais une espèce de
de rails, entre guillemets, tout en faisant tout en faisant tout et n'importe quoi, mais suivant mon truc. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Isia, mais… Ce qui est sûr, c'est que c'est un peu long, quoi. C'est-à-dire que c'est vrai. Enfin, pardon, je me permets d'intervenir, mais de toute façon, les choses ne se font pas très très rapidement. Ça va être un parcours assez long, comme dit Laurent. Il va falloir faire beaucoup beaucoup de choses, et c'est au gré des opportunités. Et les opportunités jouent énormément, quoi. La conjoncture, les opportunités. À partir du moment où tu vas faire beaucoup de choses, ton nom va tourner, on va commencer à te connaître, on va se souvenir de ce nom, et le jour où il y aura un projet, une équipe qui cherche à intégrer quelqu'un un peu plus sérieusement, et ben peut-être que ce moment-là va arriver et ça sera le bon moment. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas laisser tomber et il ne faut pas se dire que ça peut venir très très vite. Je pense que ça met quand même un certain temps. Pour certains, ça s'est fait très rapidement, bon, peut-être le cas de Laurent, mais globalement, moi j'ai mis 4 ans avant de commencer vraiment à bosser. À partir du moment où je suis sorti de l'école, j'ai fait beaucoup de, enfin j'ai fait beaucoup, non, j'ai pas fait beaucoup de stages parce qu'à l'époque on ne prenait pas de stagiaires. Il y avait très peu de stagiaires sur les films, il y avait très peu il n'y avait même pas du tout de stagiaires ni des seconds. C'était vraiment une opportunité de faire 2 longs métrages en tant que stagiaire. C'est seulement les courts métrages à gauche, à droite, les rencontres avec des gens, de rencontrer des réalisateurs, de rencontrer, comme dit Laurent, un mec qui va être régisseur, mais qui va faire son premier court-métrage et qui va te faire rencontrer l'ingé son qui va, lui, faire le court-métrage avec lequel tu vas commencer à sympathiser. Enfin, il faut vraiment faire beaucoup de choses, mais ça prend un peu de temps. Je pense que ça prend du temps. Il faut être sympa. Ouais. D'abord. Mais je vois, Claire, tu disais +1 pour les quotidiennes extrêmement formatrices. Tu veux nous en parler? Tu es toujours là, Claire? Allez. Le micro. Allô, allô. Bon, c'est pas grave. Ah, t'as pas de micro possible. Bon, bah tant pis. Ah. Parce que d'accord. D'accord. J'ai plus de questions là. Quelqu'un a une question, quelque chose où il y a Olivier. Oui, pardon. Pardon, je voulais juste dire pour les quotidiennes à Montpellier, apparemment il faut être de la région. Non. Enfin, de ce qu'on m'a dit. Non, il n'y a pas besoin? Nope. Sur Plus belle la vie peut-être, mais pas sur Demain nous appartient. Parce Là, que moi, je me trompe, Greg? C'est ça, hein? Non, pas du tout besoin de faire partie de la région. Il y a des seconds qui sont locaux, mais il y a aussi plein de seconds qui viennent un peu partout en France. Ouais. Voilà, tout simplement. Ouais, et j'en profite, puisque je suis là. Et effectivement, je pense que la notion de réseau, excusez-moi, je digresse un peu, mais la notion de réseau, comme Laurent et Jean-Baptiste l'ont très bien dit, c'est pas juste un réseau que dans le milieu du son. Effectivement, le réseau, c'est toutes les personnes que vous aurez la chance de voir sur le plateau, quel que soit leur poste occupé, ces gens-là peuvent ouvrir des opportunités. Moi, je me suis retrouvé à faire des projets parce que c'est un copain régisseur qui a parlé de moi à un ingé son et que je me suis retrouvé à travailler avec cette personne. Enfin voilà, alors que a priori, on a des métiers qui sont séparés, mais il faut surtout pas se dire oh bah lui et même un stagiaire sur un plateau peut effectivement, comme dit Laurent, devenir, enfin faire un projet ou parler de vous à quelqu'un. Donc le réseau, c'est quelque chose de très étendu. Et aussi, dernière chose, je pense qu'il faut effectivement profiter de multiplier les expériences. Moi, j'ai commencé, je faisais du mixage pour la télé, pour des émissions genre Les Guignols de l'Info. Après, j'ai fait plein de petits reportages pour France 2, France 3. J'étais stagiaire conventionné. J'étais stagiaire en même temps sur de la fiction. Après, je suis passé second. J'essayais de jongler avec tout ça, à continuer à garder mes fiches télé parce que mine de rien, j'apprenais pas mal de choses. Et puis, ça me permettait aussi d'en vivre. Ça a duré quelques années. Et puis, bon, au bout d'un moment, une fois que je suis vraiment passé second et après Perchman, j'ai perdu mon réseau télé parce que je me suis concentré sur la fiction. Mais en tout cas, c'est vraiment des armes. Il faut essayer de multiplier tout ça. Et encore une fois, vous pouvez aussi tomber sur des personnes, sur des projets annexes qui vont vous aiguiller sur d'autres personnes à rencontrer. Donc, vraiment, tout ce que vous pouvez faire, faites-le. Même des courts-métrages, des fois pas payés au début, où vous vous dites oh, bah non, bah, c'est bon, je ne vais pas encore en faire. Si, faites-en. Vous ne savez pas sur qui vous allez tomber.
Oui, il y a plein de comédiens extrêmement chevronnés. Il y a des futurs chefs-op, des futurs réals, des futurs ingé-sons. Moi, il y a un ingé-son avec qui je bosse régulièrement maintenant. Bah, c'est un copain avec qui on faisait des courts-métrages pas payés 14 heures par jour à manger notre salade de riz. Bon, bah, maintenant, on fait des projets de fiction en tant que professionnel. Donc voilà, tout est bon à prendre. Allez-y goulûment. Et aussi, c'est bien effectivement, si ceux qui ne sont pas en région parisienne, n'hésitez pas à vous inscrire dans vos régions parce qu'effectivement, pour le poste de second, on le sait tous très bien, on va toujours essayer de se battre des fois pour avoir des seconds avec qui on veut bosser. Mais il y a aussi le jeu des régions qui intervient auprès des productions. Et donc, on est amené aussi à regarder par rapport aux gens qui sont dans les régions. Donc, si vous faites partie des bas staff, ce n'est pas du boulot garanti, mais encore une fois, c'est une aide. Donc, n'hésitez pas à aller là-dedans. Et pour les quotidiennes, vous êtes tous les bienvenus. Voilà, j'arrête, je me tais. Merci Greg. Olivier Levacon, est-ce que tu es toujours là? Salut Olivier, on ne s'est pas dit bonjour, j'ai vu que tu étais là. J'aimerais bien avoir ton sentiment sur ce qu'on est en train de se dire. Tu es là Olivier? Olivier, tu ne veux pas nous parler? Olivier, tu es là? Bon. Ah, je ne sais pas où il est. Ah, attendez, j'ai un coup de fil. Allez-y, enchaînez, je crois. Allô? Oui? Il n'y a pas de micro aussi? Ah, oui, alors attendez, ne quittez pas. Je passe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question ou qui veut intervenir sur quelque chose? Je vais reprendre un petit peu la main. Oui, pardon, je suis en mode. Alors, non, plus de questions? Moi, du coup, j'ai une question. Ah. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Bonjour. Bonjour. En fait, moi, j'aimerais beaucoup faire de la perche plus tard. Et donc, j'ai quelques expériences en tournage de téléfilms et de séries télé. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais du mal à appréhender le cadre et la lumière. Et je voulais savoir si vous aviez des conseils ou des livres, des conférences, enfin, quelque chose qui pourrait m'aider à mieux comprendre le cadre et la lumière pour m'aider à être meilleure en perche, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai un peu de mal. Voilà. Jean-Baptiste, je te laisse. Non, démerde-toi. Non, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait des choses théoriques. Le meilleur apprentissage, c'est la pratique et surtout de pratiquer avec des gens qui ont l'expérience. C'est-à-dire, encore une fois, la meilleure expérience, c'est de pouvoir faire des stages, d'être assistant de quelqu'un qui est vraiment expérimenté. Parce que sur les plateaux, on va t'aiguiller. Moi, je sais que par exemple, quand j'ai des stagiaires ou des seconds, je passe pas mal de temps à leur expliquer tout un tas de choses, justement par rapport à des positions, par rapport au cadre, par rapport aux lumières. Maintenant, de faire une théorie, il pourrait y avoir effectivement des fiches théoriques de base, mais ça ne va pas t'apprendre beaucoup parce que je ne vais pas dire que chaque cas de figure est différent. Il y a des formules, il y a des situations qui se répètent, mais on va dire que des fois, ça se joue à des micro-différences qui font que tant que tu n'as pas vu, tu n'as pas expérimenté sur le plateau, tu vas pas bien comprendre la chose, quoi. C'est vraiment un métier de pratique, en fait. Il faut vraiment, comme on dit, en bouffer beaucoup avant de commencer à maîtriser. Et même au bout de certain nombre d'années, tu découvres encore des choses, tu apprends encore des choses sur les nouvelles focales. Enfin, par exemple, il y a des nouveaux formats qui sont arrivés avec les formats numériques, tout ça, qui sont plus les mêmes que les anciens. Sur certaines focales, les lumières qui ont changé, tout ça. Donc tout ça, tu t'adaptes. Et donc, effectivement, le mieux vraiment, c'est, je sais pas, je vais dire c'est con, évidemment, si tu n'arrives pas à faire des stages, c'est que c'est compliqué à dire, mais c'est vrai que le mieux, c'est d'essayer de faire le maximum de choses, et surtout avec des gens qui sont expérimentés, parce que c'est bien de faire des films de copains, entre copains de génération, tout ça, mais le problème, c'est que tu n'avances pas, en fait. Moi, je sais, quand j'ai commencé, j'ai fait des courts-métrages avec mon meilleur pote, mais franchement, on était des brels, on faisait n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on était content d'avoir réussi à sortir un son. Mais en fin de compte, quand je suis arrivé j'ai commencé à bosser avec des gens qui avaient vraiment du métier, qui avaient déjà 20 ans de métier, je me suis fait taper sur les doigts. Enfin, je veux dire, c'était un cauchemar. Je me rendais compte que tout ce que je faisais, c'était n'importe quoi et que j'avais rien appris du tout.
J'avais juste appris à être en communauté, à rigoler sur un plateau, commencer à comprendre un peu ce qu'était une caméra, un truc comme ça. Mais en fait, non. Donc, j'ai envie de te dire, Ouais, ok. voilà, le plus possible. Et puis, voilà. Si tu fais un stage sur un téléfilm, une série ou un long métrage avec quelqu'un d'expérimenté, je pense que tu vas en apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quelle expérience tu as là jusque-là? Quelle expérience tu as eue? Pour l'instant, j'ai fait un stage sur une série télé à Paris et puis un stage sur un téléfilm France Télé, voilà, à côté de Marseille. C'est vrai que j'ai appris beaucoup, mais en fait, comme là, il y a cette période de confinement et tout, et que nous, les stages, c'est mort pour cet été Ouais. et tout, je me suis dit, bon, comment je fais pour pas stagner peut-être que je pourrais lire des trucs, qu'il n'y a que ça qu'on puisse faire. Écoute, moi, ça fait un peu des années maintenant que j'essaye d'écrire une méthode, de l'écrire. Donc, je comprends ton truc parce que je pense qu'il y a des choses qui s'apprennent aussi, qui s'enseignent, des clés qu'on peut donner. Alors, ça ne remplace pas l'expérience, mais en tout cas, ça peut peut-être permettre d'accélérer le truc. Donc, je vous tiendrai au courant quand j'aurai fini ce truc-là que j'ai beaucoup de mal à finir, comme tout d'ailleurs dans la vie. Mais oui, il y a quand même des choses, il y a quand même quelques règles, entre guillemets, de théorie, qui peuvent permettre d'aller dans le bon sens, avec l'expérience, évidemment, et d'erreurs à ne pas faire, de position de corps, de comment envisager la lumière, comment envisager le cadre, et tout ça. Mais c'est un métier d'expérience, un métier de tour de main. Moi, quand j'ai commencé, on m'a dit, de toute façon, on ne peut pas être un bon perchman avant 7 ans de pratique. Et force est de constater que j'ai merdouillé pendant 7 ans, j'ai progressé pendant 7 ans, et au bout de 7 ans, j'étais un peu tranquille. Ça se vérifie un peu. Il ne faut pas avoir peur de se planter, c'est-à-dire que j'avoue que tu ne vas pas apprendre du jour au lendemain, même si tu lis les trucs théoriques vont t'apprendre beaucoup de bases, tu vas faire un stage, 2 stages, tu vas apprendre des choses. Mais sincèrement, moi j'ai mis des années aussi avant de comprendre. Je me suis planté plein de fois, et ensuite sans te plantant, sans te trompant, en rendant compte des erreurs. Mais par contre, il faut être très très observateur et apprendre de tes erreurs, quoi. C'est-à-dire comprendre pourquoi tu t'es trompé, pourquoi d'un seul coup en changement de focale, pourquoi cette lumière qui arrive de là, elle va te créer une onde, pourquoi cette réflexion, pourquoi tu te mets là et pourquoi ça va faire une réflexion, ça ne va pas faire de réflexion si tu te mets là, etc. Et tout. Ça, ce n'est pas juste mécanique, c'est aussi d'arriver à l'intégrer et d'essayer d'analyser ce que tu fais, et d'essayer de comprendre ce que tu fais. Et ça c'est une gymnastique permanente, quitte à te mettre des papiers. Moi, j'ai fait ça au début avec certains trucs. J'ai dit, tiens, le 35, c'est plus large que le 50. Et pourquoi? Et c'est plus large de combien? Et si on dit qu'on fait un plan en taille, ça veut dire quoi un plan en taille? Ça veut dire ça. Si on fait un plan serré, ça veut dire quoi? Il y a tout un tas de choses que tu vas mémoriser, qu'il faut que tu apprennes par curiosité à mémoriser, quoi. Ok. Et par observation aussi. Intervenir sur cet aspect. Alors, moi, je n'ai pas fait beaucoup de perches, enfin pas suffisamment pas comme Jean-Baptiste, mais je pense que aussi perchman, c'est pas que perchman, c'est aussi assistant son. Donc, effectivement, la perche, ça demande sûrement de l'expérience. Mais les choses que tu peux faire pendant le confinement, c'est te documenter sur l'aspect plus technique. Parce qu'un ingé son, souvent, moi, j'ai eu des ingé son, des chefs, un en particulier qui était vraiment un super ingé son, et pourtant, techniquement, il n'y connaissait rien. Enfin, il n'y connaissait rien, j'exagère, mais il n'avait aucune formation technique. Il était largué, et donc tu es aussi l'assistant son, c'est-à-dire que tu dois pouvoir aussi l'assister d'un point de vue technique. J'en sais rien, régler les HF, enfin toutes ces choses-là. Ça, tu peux, bien sûr, dans le feu de l'action, en tournage, c'est différent, mais en tout cas, c'est des choses que tu peux, développer pendant ces périodes je sais pas, j'en sais rien, lire un mode d'emploi, essayer de comprendre, regarder des configs. Il y a beaucoup de podcasts, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, l'aspect perche, effectivement, si tu n'es pas sur un plateau, et tu vas avoir du mal à acquérir de l'expérience, mais tout le reste, tu peux essayer. Enfin, je veux dire, il y a Internet, il y a énormément, que ce soit de vidéos sur YouTube, pour essayer de comprendre, côté technique, quoi, de l'assistant. C'est sûr.
Ouais. Après, je vais revenir à un truc, excuse-moi, je finis parce que c'est parce que tu parlais, toi, et Ken a totalement raison, c'est vrai que tu peux t'informer sur plein de choses. Pour revenir à l'aspect plateau, moi j'ai remarqué une chose, c'est que beaucoup de jeunes stagiaires au second ont peur du plateau. Je comprends très bien, hein, c'est normal, ça fait vachement peur une fois que tu arrives sur un plateau, tu as des comédiens connus, tu as une caméra, tu as tout un tas de choses, tu te sens vachement démuni par rapport à ça. Pour arriver à se lancer, enfin, tu ne pas avoir peur, et c'est en te lançant, même quand on te demande de faire des secondes perches en tant que second, en tant que stagiaire, il faut te dire que c'est pas grave, on ne va pas t'en vouloir, même si tu vas te faire taper dessus parce que tu vas rentrer dans le choc, etc. Et tout. Mais c'est bien d'être hyper engagé et hyper motivé pour essayer d'y aller, c'est-à-dire de ne pas avoir peur. Ce que je vois souvent, moi, c'est des gens qui se mettent dans un coin, qui ont peur, on leur dit de faire ça, et plus tu vas y aller, et plus tu vas te confronter et tu vas être à l'aise sur le plateau. Et plus tu vas être à l'aise sur le plateau, plus tu vas comprendre le fonctionnement d'un plateau, c'est-à-dire les cadres, les lumières et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà. Moi, c'est un truc, des fois, pousser les gens à dire, vas-y, n'aie pas peur, on te demande de faire ça. C'est pas une question de se foutre en limite ou choses comme ça, mais c'est de ne pas avoir peur de faire partie de l'équipe, tout simplement, quand tu fais un stage. C'est-à-dire que tu es second, tu es stagiaire, bah, tu es dans l'équipe, donc on ne va pas t'en vouloir d'être là où tu te demande d'être. Oui, et puis du coup, d'ailleurs, il y a un truc de responsabilité, c'est-à-dire que quand on est stagiaire, on n'est pas responsable de ses erreurs. Les responsables, c'est supérieur hiérarchique. Donc, moi, j'engueulerai jamais personne parce qu'il a essayé de faire bien. Je l'engueulerai parce qu'il n'a pas essayé de faire bien. Ok. Ça rassure un peu. Merci beaucoup. Merci. Bah, de rien. Une autre question, monsieur, madame, bonsoir. Personne? Il n'y a pas d'autres questions. Ah, j'ai Olivier Levacon qui du coup m'envoie un message qu'il ne trouve pas le chat, il est perdu. Il vient d'arriver dans la compte, donc n'ayant pas écouté depuis le début. Attends, je vais essayer de connecter une question technique. Olivier et une question de Mathieu, ouais. J'ai passé pas mal de temps sur des chaînes YouTube de perchman américains. J'ai l'impression qu'ils utilisent tous des perches avec câble interne. Alors, ouais, tiens. Alors ça, c'est amusant. Alors, Mathieu, ouais. Alors, donc, il dit, j'ai passé pas mal de temps sur des chaînes YouTube de perchman américains. J'ai l'impression qu'ils utilisent tous des perches avec câble interne. Je n'ai jamais vu personne en utilisant en France et aussi souvent préampli, genre MM1 sound device avant l'émetteur. C'est une différence culturelle. Désolé, pas de caméra aujourd'hui. Alors, ouais, c'est tout à fait juste. Moi, j'ai passé quelques années aux États-Unis. Je suis revenu il y a 2 ans. Et effectivement, c'est impossible de trouver, ou c'est très difficile de trouver ce qu'ils appellent, eux, plain boom, c'est-à-dire une perche sans le câble à l'intérieur. Tous les Américains utilisent un câble, les perches avec le câble à l'intérieur. Alors, quand tu dis, est-ce que c'est une différence culturelle? Oui, je pense que c'est une différence culturelle fondamentale. C'est-à-dire que pour n'importe quel perchman français, travailler avec un câble à l'intérieur, c'est juste dingue. Ça veut dire quand même qu'on ne bouge pas beaucoup. Et c'est un peu ce que font les perchman américains. Ils ne bougent pas beaucoup. Parce que du coup, sinon, ça fait bling, bling, bling dedans. Alors, un câble à l'intérieur, c'est vachement... Du coup, moi, j'ai essayé. C'est quand on est tout seul, faire du news ou machin, c'est hyper bien là, le câble à l'intérieur, mais quand on fait de la fiction, le câble à l'intérieur, voilà. Mais il se trouve que la technique de perche des Américains et pas la technique de perche des Européens et particulièrement des Français. Moi, j'ai un peu tendance, c'est un peu, je le dis sur le bout des lèvres, ne le répétez pas, ça ne sortira pas de YouTube, mais moi, j'ai un peu l'impression que les perchemans français commencent à travailler là où les perchemans américains s'arrêtent. Et voilà, la technique est quand même pas la même. C'est moins finot et du coup, ils peuvent se permettre, eux, d'avoir un câble à l'intérieur de leur perche. Et il y a effectivement, ils branchent un câble avec un préampli. Alors, c'est pas... Là, pour le coup, je ne sais pas si c'est cette histoire de sound device MM1. Je ne sais pas, c'est souvent un boîtier
qui est une Alim fantôme avec un retour de casque. Parce que aussi un autre truc, c'est qu'ils utilisent un casque de manière permanente, qui est aussi ça une différence culturelle. Mais bon, on va peut-être pas s'étendre sur la question du perché avec casque, pas casque. Ça, le truc est... On en a discuté avec Greg la semaine dernière, mais on va pas refaire des heures. Il y a deux clans qui s'affrontent. Mais voilà. Donc voilà, pour répondre à ta question, Mathieu, oui, je pense effectivement que c'est une différence culturelle. Mais cela dit, il y a aussi d'excellents perchemans aux États-Unis. Malgré tout. Pas déconner non plus. Il y a des très mauvais perchemans en France aussi. Voilà. Est-ce que bon, alors du coup, j'essaie quand même de parler à Olivier. Olivier, tu es toujours là ou pas? Je ne sais plus du tout. Je te vois pas partir, revenir. Bon, je ne sais pas. Je ne le vois pas. D'autres questions, d'autres choses à dire? Bonjour, moi j'en aurais une, Ah oui. une question générale parce que j'étais là à la première session et j'étais pas là malheureusement celle de la semaine dernière. Mais dans tout ce que je vous écoute de manière très active, parce que j'avais dit à la première session que j'étais prof au PTS de Biarritz. Ouais. Ouais. Et moi, le problème que j'ai, parce que là, on a des jeunes qui sont déjà calés dans le fait de faire de la fiction ou de faire de la perche. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui ne sont pas encore aussi définis dans leur objectif. Je parlais de manière récurrente. Et que, comme en parallèle, vous dites tous, et moi je suis d'accord parce que j'ai la même vision, que tout se fait beaucoup avec le réseau, avec l'expérience, etc. Moi, mon problème, c'est où leur donner une passerelle, on va dire, entre ce moment-là, parce que les stages, souvent, ils tombent soit sur des sociétés qui ne sont pas tellement pédagogues, on va dire, qui ne leur permettent pas de vraiment dialoguer, de rentrer dans une équipe, comme vous en parlez là. Et donc, est-ce qu'il y a une passerelle, ou est-ce qu'on peut l'inventer, une passerelle qui ferait l'intermédiaire, justement? C'est pour ça que votre l'équipe son, moi je le donne à tous mes élèves parce que c'est une formidable passerelle, mais et qui donne envie en plus. Donc voilà, le problème c'est qu'ils ils arrivent, ils découvrent par exemple la post-prod, où ils découvrent le tournage, ils se disent waouh, c'est super, et puis allez, tiens, pourquoi pas, et puis à un moment ils se retrouvent à être moins là. Oui. Pour l'intermédiaire. Oui. Les passerelles, oui, effectivement. Enfin, moi, j'ai effectivement créé l'équipe son pour qu'il y ait cette passerelle qui n'existait pas, pour que du coup, voilà, on puisse savoir qui est où, qui est qui fait quoi, qui a besoin de qui a besoin de quoi, et voilà. Ça, du coup, ça, je pense que c'est une passerelle qui commence à être efficace parce que il y a tout le métier, donc c'est pas mal. L'AFSI est une passerelle aussi. L'AFSI, maintenant, c'est vraiment pas cher pour les jeunes et pour les étudiants, donc c'est un moyen de rencontrer du monde, de s'informer, de voir les techniques, de rentrer. Là aussi, c'est des gens qui travaillent, qui sont à l'AFSI, c'est des gens du métier, donc c'est des vraies passerelles. Et puis, enfin, moi, ça me passionne. Alors, du coup, j'essaye d'en créer des passerelles. Je trouve que c'est important. C'est important pour vous profs, c'est important pour vous élèves ou débutants, et c'est important pour nous professionnels parce qu'on a besoin de chair fraîche. C'est vraiment important. Donc, il y a ces passerelles un peu institutionnelles et puis toutes les passerelles possibles qui sont de discuter, d'aller papoter avec les ingé sons, Enfin, moi, je crois plus à l'idée de papoter et de devenir, de copiner que d'aller vendre sa soupe. Parce que là, oui. Je
Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que nous, à notre époque, il n'y avait pas les mails et les Facebook et tout ça. Mais moi, enfin, début des années 90, ce que j'essayais de faire, c'est de rencontrer les ingé sons par tous les moyens possibles. C'est-à-dire que j'essayais de trouver leur numéro de téléphone, ce qui n'était pas évident à l'époque. J'allais voir dès qu'il y avait des projections. Alors, j'avais fait ça pour Jean-Paul Mugel, par exemple. J'étais allé le rencontrer parce qu'il y avait une projection de S'en fout la mort de Claire Denis. J'étais allé à la projection et évidemment, après, j'étais allé le voir. Donc, il faut essayer d'aller au-delà de sa timidité et y aller. Et maintenant, c'est beaucoup plus simple parce que moi, je reçois pas mal de mails. Je ne sais pas comment les gens Enfin, bon, bref, par Facebook ou me contactent des étudiants et je refuse jamais de les rencontrer. Après, c'est une question de feeling. Donc, en fait, là, je parle de passerelles donc officieuses, disons, qui ne passent pas par des organismes, que ce soit l'AFSI ou alors des pages Facebook comme l'équipe Son. Mais je pense que c'est le meilleur parce que ça reste un truc super humain, quoi. C'est-à-dire que tu as envie de rencontrer les gens, discuter, papoter, comme disait, et puis tu vois. Alors, il se trouve que, en fait, si tu multiplies le nombre de contacts comme ça, il y a un moment donné où l'ingé son va se dire, tiens, là, j'ai un film, j'ai besoin d'un stagiaire, machin que j'ai rencontré, il a l'air bien, je le contacte. Mais tu peux tomber à un moment où l'ingé son n'a pas de boulot et il ne se passera rien. Mais je veux dire, il faut y aller, quoi. Il faut être passionné surtout. Oui, il faut donner envie. C'est une passion. Hein. Moi, c'est vraiment un truc juste de pas que, mais quand même, c'est important. C'est-à-dire que si je sens pas de passion et d'envie de faire du cinéma, pour ce qui me concerne, c'est le cinéma. Avant de parler de son, c'est le cinéma. S'il n'y a pas ça, c'est sûr que c'est un peu compliqué, mais voilà. C'est pour dire qu'il ne faut pas hésiter à contacter les professionnels. Et même des fois, pas de manière comme ça, juste prendre un annuaire et contacter tous les professionnels. C'est aussi parce que moi, j'ai été contacté, notamment, comme disait, comment il s'appelait déjà je ne me rappelle plus, enfin, qui n'est plus Jules, non. Oui, Jules. Oui, qui faisait un peu tout. Il se trouve que comme je fais de la prise de son, de montage son et mixage, je suis contacté par des étudiants qui se posent ce genre de questions-là. Donc, est-ce que je peux tout faire ou est-ce qu'il faut que je choisisse? Donc, ils choisissent de me contacter. Peut-être, si ça se trouve, ils contactent toute la profession, hein, j'en sais rien. Mais disons qu'ils viennent en ayant regardé un peu mon CV. Il y en a même un, il ne me connaissait pas, juste il est allé voir un film et il a trouvé le son bien. Et à la fin du générique, il a vu mon nom et il m'a contacté. Donc, c'est aussi, il faut contacter les gens aussi pour des raisons précises, pas que contacter pour contacter. J'ai l'impression que moi, ça me fait plaisir de parler de ce que je fais, mais pas de manière générale, de parler de ce que je fais précisément sur tel ou tel film. Et voilà. Pardon, j'ai une question seulement pour vous, pour les profs. Est-ce que justement, à la fin du cursus scolaire des étudiants, vous leur donnez, entre guillemets, genre de vous aiguiller un peu sur quel type qui contacter en fonction de ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, en gros, si tu veux faire la fiction, il faut essayer de contacter des ingé son. Si tu veux faire du broadcast, est-ce qu'il y a ce genre de discussion, en tout cas de contact qui se fait avec les étudiants? Parce que pour moi, je donne mon exemple, quand je suis sorti de Lumière, on m'a dit il faut que tu t'inscrives à Télé Machin, à France 3, etc. Et tout. Mais ça s'est un peu arrêté là. C'est-à-dire qu'après, ça a été un peu déjà à l'époque, c'était un peu la jungle, il fallait se démerder par soi-même. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y en a qui arrivent à nous contacter, mais il y en a plein qui ne savent pas. C'est un peu la question récurrente, qui je dois contacter, par où je dois passer, est-ce que c'est les prods, est-ce que c'est les ingé sons, comment je fais? Donc la question, c'est ça, peut-être. À un moment donné, moi, je ne peux pas parler au nom de tous les profs de France, mais évidemment, nous, on essaye de donner des éléments de recherche, surtout que justement, on sait que c'est
cette manière de créer un réseau que se joue l'avenir professionnel. Moi, le seul truc qui pose un problème, c'est que malgré la passion, parce que souvent ils sont passionnés, en général on veut faire du son, c'est pas voilà, il y a une vision musicale un peu au départ, mais qui part vite vers le côté professionnel. Mais le problème, c'est la légitimité. Pour moi, ils ont un problème de légitimité personnelle. C'est pas qu'ils sont timides, c'est qu'ils se disent on va me jeter parce que je sais rien. Et c'est vrai qu'en sortant de formation, en sortant des 2 ans, on n'a pas, on en parlait à la première session, on a des manques énormes, surtout on n'a pas beaucoup de pratique, donc voilà. Mais donc même si on leur donne justement les clés, ils y vont pas, ou ils se disent de toute façon ça sert à rien parce qu'il va pas me répondre, parce que souvent justement dans tout ce qui est chaîne de télé, prestataire audiovisuel pour ce qui est de la post-prod, ou etc., ou des prods, souvent ils envoient, et puis effectivement, on en a parlé, les CV enfin, les lettres de motivation ne sont pas personnalisées, quoi. Comme vous aviez dit, effectivement, de connaître la personne, le travail de la personne avant de la contacter, etc. Mais voilà, moi, je note tout ça pour leur dire, mais il y a quand même ce côté illégitime qu'il faut dépasser. Alors voilà, mais alors du coup, je vais te répondre, c'est-à-dire que, en fait, globalement, nous, on va considérer que tous les stagiaires ne savent rien. C'est un peu le prérequis. Donc, de quoi on a besoin, c'est qu'ils soient sympas, volontaires, dynamiques, contents d'être là, contents de venir, et à l'heure, et habillés chaudement. Donc voilà, effectivement, entre les BTS, les écoles, les machins, les trucs, il y a des tonnes de jeunes qui sortent sur le marché, et le marché ne peut pas absorber tout ce monde-là, tout ce monde qui a grosso modo le même CV, c'est-à-dire pas de CV. Donc on s'en fout du CV. Moi, quand je reçois des CV de stagiaires qui font 4 pages, mais de trucs dont ça ne m'intéresse pas, en fait. Moi, je veux juste savoir si il ou elle a vraiment envie de faire ce métier, si il ou elle a envie de se donner à fond dans le truc et va être un bon compagnon d'aventure. C'est ça. Et c'est ça qu'il va falloir montrer. Arriver comme ça en disant « mais je sais rien ». Oui, je sais que tu sais rien, tu es stagiaire. Donc on va t'apprendre, si tu as envie d'apprendre. Si tu n'as pas envie d'apprendre, en fait, ça ne nous intéresse pas, parce que tu ne vas pas progresser. Donc entre le jour 1 du tournage et le jour 45, il ne se sera un peu rien passé, si ce n'est que tu vas un peu nous agacer, en fait. Donc oui, je pense qu'il faut... Oui. Ouais, il y a ça, mais quand même, comment dire, quand on parle de passion, la passion, c'est pas que dans les mots. Tu le vois aussi sur le CV entre guillemets. C'est pas vraiment le CV, mais ceux qui sont passionnés, ils ont fait beaucoup de courts-métrages. Ils ont quand même, certes, comme dit Laurent, on part du principe qu'ils ne savent rien, mais la passion, elle se traduit aussi dans les faits. C'est souvent enfin moi, en tout cas, les assistants ou stagiaires que je peux prendre, c'est des gens qui font tout le temps des courts-métrages, qui font leur projet personnel, qui font que ça, quoi, qui passent leur vie à faire du son à l'image, souvent, Oui. voire que du son. Et ça se sent, ça se sent, même si forcément tu n'as pas lu le CV, mais oui, bien sûr, une forme d'expérience qui n'est pas une expérience professionnelle, mais moi que j'aime bien, parce que ça nous rappelle aussi ce que c'est que, parce que je suis pas complètement, en fait, on ne cherche pas des professionnels, parce que le professionnel, ça demande de l'expérience. Donc, et moi, je trouve qu'il y a trop de professionnels, en fait. Et on en oublie un peu justement cette passion qui vient des amateurs, quoi, quand tu débutes, tu fais tout, tu fais du montage son, tu as envie de toucher. Moi, je me rappelle mes premiers courts-métrages, je voulais aider la caméra, tout ça, ce qui n'est pas forcément très efficace au final, mais j'avais envie de faire du cinéma, donc je faisais du son, certes, mais je voulais aider la script,
le cadreur, le pointeur, voire le réalisateur. Je voulais toucher un peu à tout. Et en général, ça se sent, quoi. Je veux dire, quand on rencontre un étudiant. Oui. Non, mais bien sûr, quand je parlais de CV, c'est longue liste de compétences sur lexicon et machin, ça, je m'en fous, quoi. Évidemment. Et avec Jean-Baptiste, tu te souviens comment je sélectionnais des stagiaires. Il y en a un que j'avais sélectionné parce qu'il faisait du patinage artistique et voilà, je trouvais ça marrant. Donc, Oui. voilà. Bon, il s'est avéré qu'il n'était pas terrible, mais voilà, au moins, c'est-à-dire qu'il y a un moment, en fait, ce qu'on cherche, c'est aussi un peu des profils, du coup, atypiques qui sortent du lot, parce qu'on se dit, voilà, lui, il a peut-être une particularité, un truc, une envie différente des autres, parce qu'on reçoit quand même tonnes de profils très similaires, très copier-coller, et c'est pas très marrant, ça donne pas très envie. Voilà, Après, je suis d'accord avec Ken aussi sur le fait d'être passionné de ça, mais je pense que ça dépend un petit peu aussi des gens à qui vous avez affaire. Ça dépend des ingénieurs, des équipes. Il y en a qui préfèrent avoir des profils de gens qui sont très corporatistes, qui vont prendre des gens qui sortent d'écoles formées, et d'autres qui vont prendre des gens avec lesquels le feeling va mieux passer. Moi, je pense que, par exemple, parfois, par expérience, on a eu parfois des stagiaires qui ne savaient strictement rien, voire même qui n'avaient même pas fait d'école de cinéma ou quoi, mais qui étaient tellement motivés, tellement engagés, qui étaient tellement déterminés, et qui voulaient apprendre, qu'ils n'avaient aucune connaissance du cinéma ou quoi que ce soit, qu'ils étaient beaucoup plus efficaces et beaucoup plus adaptés à ce qu'on cherchait nous que des types qui ont fait des écoles et qui connaissent tout, Truffaut, tous les réalisateurs et qui sont passionnés par le son. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire que ça dépend qui on recherche et surtout pour quel projet. Parfois, si on va faire une série qui va être très compliqué à faire. On va peut-être rechercher quelqu'un qui quand même a déjà fait un peu des choses, ou je veux dire, si on fait un long métrage d'un réalisateur un peu intello, on va peut-être prendre quelqu'un qui va s'adapter un petit peu plus, qui peut être effectivement plus passionné que d'autres. Enfin, voilà, ça varie un petit peu d'un projet à l'autre et d'une équipe à l'autre, quoi. Ce qui est sûr, c'est que il faut que ça réponde, il faut que la personne réponde aux attentes que l'on a au moment où des équipes auxquelles il a affaire. Et c'est vrai que, par exemple, je parle de Laurent, nous, on aime bien avoir quelqu'un qui va être plutôt sympathique, qui aime bien rigoler, mais qui aime bien s'engager, qui aime bien qui va faire ce qu'on lui demande de faire. Pas forcément quelqu'un qui est extrêmement passionné par le cinéma. Ça va dépendre des gens, je pense, ça va dépendre des équipes. Voilà. Oui. Bah oui, c'est ça, c'est une question un peu au feeling de chacun. Oui, c'est au feeling. Tu vois, alors je vois Claire, tu nous dis que sortant d'école et d'un master, c'était toujours un peu flou, on devait quand même pas mal se débrouiller seul. Oui, je comprends, ouais, je comprends. Ça va malheureusement être le lot de toute votre carrière à suivre, c'est qu'il va falloir aussi se débrouiller seul et de comprendre les tenants et aboutissants de ce métier. C'est pas simple, mais c'est pour ça que, voilà, on en revient à ce qu'on se disait avec Isia tout à l'heure, il faut tourner pour sentir le vent de ce métier, et encore une fois, on fait ces sessions XLR pour se connecter et pour comprendre aussi qu'il y a tout un tas de sensibilités différentes, qu'on est tous différents, qu'on a tous des envies différentes et qu'il n'y a pas un modèle à calquer. Il faut petit à petit, comme petit à petit on apprend à percher, on va apprendre à sentir ce métier, le jargon, comment les gens fonctionnent entre eux. Il y a un truc un peu standard, il y a une forme de connexion. Moi, parfois, je dis qu'avec mes stagiaires, les gens qui je travaille, j'essaye de leur donner une espèce de méthode qui fonctionne partout. Après, ils peuvent se retrouver dans n'importe quelle équipe et ça marche tout de suite. Il y a des gens qui ont des modes de fonctionnement très spécifiques, très particuliers, qui ne s'adaptent pas à toutes les équipes. Nous, on essaye de leur donner un mode de fonctionnement qui va marcher tant dans la rigueur, dans la manière de fonctionner, qui marchera partout. Voilà. Je vois une question d'Elisa. Oui, parce que j'ai l'impression que c'est par rapport à ce que j'ai dit, appeler des ingé-sons, est-ce que c'est pas intrusif?
Oui. Non, mais en général, maintenant, moi, je suis contacté par mail ou par Messenger. Voilà, donc, ce n'est pas très intrusif. Je réponds ou je ne réponds pas. En général, je réponds. Hein. Mais Oui. il y a moyen maintenant. Effectivement, j'ai eu des expériences à l'époque quand j'avais chopé le numéro d'un son, j'avais appelé, je m'étais fait jeter parce qu'effectivement, par téléphone directement, c'est un peu intrusif. Voilà. Oui, mais un petit message sur Facebook, machin, en disant voilà. est-ce qu'on pourrait se parler, est-ce qu'on pourrait se parler un jour, à quel moment ça. Voilà, et puis on va se parler au téléphone et ça sera toujours plus sympa que. Moi, je reconnais, les mails, je les perds hyper vite. On m'envoie des mails et ils disparaissent dans les 2 milliards de mails et je ne sais plus où ils sont, je ne sais plus quand ils s'appellent et j'oublie de répondre. Et j'en suis désolé, c'est même pas volontaire de ma part, j'essaie de les retrouver, je ne les retrouve pas. Et je réponds très rarement aux mails, je suis nul à ce truc-là. Par contre, si on me chope au téléphone, des fois, ça. Voilà. Si la voix est sympa, si on rigole un peu, c'est bon. Donc, là encore, il n'y a pas de règle et il n'y a pas de est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on ne peut pas. On peut toujours tenter en tout cas, on peut toujours essayer. On n'est jamais à l'abri, encore une fois, d'une bonne surprise. Et puis, voilà, si ça ne marche pas, ça ne marche pas, ce n'est pas très grave. Mais si ça marche très bien. Ça peut marcher très bien, ça peut très bien tomber. Donc, regardez encore une fois, la liste des membres, je ne sais plus, on avait dit la dernière fois si elle était accessible aux non-membres de l'AFSI, mais il y a quand même tout le métier qui est dedans. Donc, c'est quand même facile. Aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile, comme tu le disais, Ken, de joindre les gens. Non. Jamais aussi facile. Donc, allez-y, tentez le coup. Après c'est une première étape aussi dans la détermination de vouloir faire ce métier. C'est-à-dire quand on arrive à être joint, que ce soit par mail, par téléphone, ça veut dire que déjà la personne a trouvé comment faire et est déterminée pour nous contacter. Et quelque part, moi je sais quand j'en reçois, même si parfois on reçoit des CV bateaux, mine de rien, ça veut dire que la personne me connaît ou connaît des gens qui travaillent dans le métier et a compris à qui il fallait s'adresser. Et déjà, c'est déjà un premier bon point, on va dire, parce que ça veut dire que tu es intéressé par faire ce métier et tu as trouvé la bonne personne à qui s'adresser. Après, il y a une manière de s'adresser aussi qui va varier d'une personne à l'autre. Oui. Du coup, Claire nous dit que l'annuaire de l'AFSI n'est dispo que pour les membres. C'est encore une bonne raison d'adhérer à l'AFSI. Oui, mais parce sinon, en fait, l'annuaire de l'AFSI n'est dispo que pour les membres, mais IMDb est ouvert à tout le monde. Donc, oui, voilà. Mais tu n'as pas forcément les coordonnées. Oui, mais les gens sont. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, mais soit sur Facebook, Insta, enfin voilà. Oui, bien sûr. Toujours. C'est archi facile. Ouais. Ah, mais tiens, ça me fait penser à une chose d'ailleurs. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Je vais vous dire un truc. Méfiez-vous. Parce que, par exemple, l'année dernière, je faisais un film avec Sophie Guillemard, que vous aviez croisé que vous avez vu, et qui sera à la prochaine session XLR. Et notre stagiaire, s'est pété le bras au bout d'une semaine. On a dû chercher en catastrophe un nouveau stagiaire. Et on a eu un certain nombre de candidatures. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui quand même quand on voit une candidature? On va sur Facebook, nous aussi. On regarde un peu le type de personnes. Et il y en a quand même un certain nombre qu'on a enlevé de notre sélection parce que le mec vomissait sur des photos. Enfin, le truc, c'était vraiment super trash. Donc, méfiez-vous quand même de ce qui traîne sur les réseaux sociaux. On les regarde, nous aussi. C'est un peu votre vitrine. Si on ne vous connaît pas, on va un peu voir à quel genre de coco on a affaire. Et il y en a qui ne vont pas passer. Là, on s'est dit, oula, ça va être dangereux celui-là. Ça peut être déconnant. Méfiez-vous de ça. Voilà. Pour rebondir là-dessus, j'ai une remarque aussi à faire dans cette discussion, d'échange. Le fait que c'est des gamins. C'est-à-dire, ils sortent à 20 ans. Il y a aussi une pédagogie à avoir du monde du travail de manière générale, avant de parler même de boulot d'ingé son.
Donc, il y a aussi tout cet aspect-là. C'est-à-dire que, effectivement, vous parliez de comment se présenter, etc. L'envie de bien faire, par exemple, dans la communication, dans le relationnel, ça joue à tous les niveaux et c'est un apprentissage parce qu'ils ne l'ont pas obligatoirement. Ils l'ont générationnellement, c'est-à-dire à l'horizontale, mais pas obligatoirement dans le rapport avec. Ils ont accepté les codes par rapport aux profs, par exemple. Ouais. Mais par rapport à des professionnels, ils ne savent pas. Alors, il y a les stages, tout ça, mais il y en a très peu quand même. Donc, voilà, il y a aussi cet aspect à déterminer. Bien sûr. Pour eux. Voilà. Bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Il y a Olivier qui va... Oui, bah Olivier va et vient. Olivier, j'aimerais bien que tu prennes la parole à un moment, mais je ne sais pas si tu es là. Vous m'entendez? Le voilà. Olivier Levacon, mesdames et messieurs. Bonjour à tous. Tu vas bien? Très bien. Bon, alors, quel est ton sentiment par rapport à ce que tu entends, Olivier Levacon? Écoute, avec le peu que j'entends depuis le début, déjà j'aime bien votre endroit d'échange. Ça me rappelle évidemment les échanges qu'on fait, enfin pour tous ceux qui en font dans les écoles. Le partage des savoirs et des connaissances est hyper important. Et donc là, ce que j'ai entendu à la fin, vous parliez du choix des gens, de la façon dont vous vouliez les rencontrer, les recruter et puis les choisir. C'est vrai, souvent je dis aux gens avec qui, que je choisis, l'idée c'est qu'on va travailler, ça va être dur de travailler, ça va être compliqué, il va falloir se concentrer et d'être là en permanence, mais on ne va pas éloigner de nous l'idée de rigoler et de s'amuser et d'échanger autre chose que du son, quoi. Voilà. Et c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à emmener avec moi loin, un perchman avec qui je ne m'entendais pas. Ça, c'est clair. C'est impossible. Je ne peux pas partir de moi avec quelqu'un avec qui j'ai aucune envie d'échange d'autre que le travail, quoi. Ça, c'est pas possible. Oui. Voilà. Qu'est-ce que... il y avait... Non, dans l'autre jour, j'ai écouté en replay vos XLR. Et c'est vrai que ça m'a fait rappeler, en fait, au tout début, comment je suis parti. Et j'ai pas contacté beaucoup d'ingé son, en fait. Moi, l'idée, c'était je voulais faire de la musique, mais bon, j'étais nul en musique, donc je pouvais pas faire de musique. Donc, je me suis dit, je vais l'enregistrer. Et j'avais beaucoup de disques de musique contemporaine, une musique totalement bizarroïde, qui avait fait un seul ingé son. C'est la maison de disques Nato. Et il habitait pas loin de chez moi. Je ne sais plus comment j'ai trouvé son adresse, enfin bon. Et donc je l'ai appelé et il ne voulait pas prendre de stagiaire, il ne voulait prendre personne. Voilà, et mon but en fait c'était de faire comme lui. Bon, j'ai réussi à faire le stage, j'ai trouvé ça génial, parce qu'il a enregistré de la musique en dehors des studios, n'importe où, dans les églises, dans une pièce avec des grands musiciens. Et je trouvais ça vachement bien. Donc c'est un peu le but que je me donnais. J'ai passé 3 ans à essayer de rentrer dans une école, ils ne voulaient pas de moi. C'était le CERIS, elle n'existe plus maintenant. Voilà, j'ai fini par y arriver. Et puis finalement, voilà, j'ai rencontré le cinéma et j'y suis encore. Super, magnifique. Bon, vous voyez, on est tous barbus avec des lunettes. Ouais. Au bout d'un moment. Mais non, mais c'est vrai, l'échange est important. Et je vois que Isia, on s'était rencontrés à la Cinéfabrique, croisés. En tout cas, j'aime bien le système de cette 3e année où, dans le cursus de l'école, est organisée cette rencontre avec le tournage. Et ça, c'est assez incroyable de l'avoir fait, parce que personne ne l'a fait. Et ça marche super, vraiment, carrément. Dac.
sais pas ce que je peux dire d'autre. Bah, c'est pas grave. On va prendre Chiara voudrait parler. Après, on prendra cette question de Fabien qui est intéressante. Mais Chiara d'abord. Oui, bonjour, je voulais la poser tout à l'heure, mais la connexion Internet a craché. Donc ça va, tout a l'air de marcher là. Oui, c'était par rapport justement à ceux d'entre vous qui ont bossé sur des productions internationales, que ce soit des prods étrangères qui viennent tourner en France ou vous qui partez à l'international avec une équipe française. C'était pour savoir comment vous avez fait, parce que comme je parle plusieurs langues et que j'aimerais bien m'en servir, je me posais la question. Si jamais il y a une technique, un endroit où s'inscrire, ou si c'est vraiment juste au feeling et au hasard. Le truc de s'inscrire, on en rêve tous, mais ça marche malheureusement pas tellement comme ça. C'est compliqué. Enfin, ça dépend, à moins que ce soit des langues très spécifiques. Tu parles l'ouïghour ou je sais pas quoi, l'ouzbek, mais si c'est l'anglais, l'espagnol ou l'allemand, malheureusement, il y aura beaucoup de monde en lice. Là-dessus, il n'y a pas une. Je pense qu'il faut se faire savoir. Je ne sais pas à quelle langue tu fais allusion, parce que c'est, je pense, le truc, le point central, c'est de savoir effectivement si on doit partir à 3. Alors, c'est difficile déjà de faire un. Alors, s'il s'agit de faire un film à l'étranger, c'est rare qu'on puisse emmener un stagiaire à l'étranger d'abord. Ça, c'est le premier truc. Déjà en extérieur, en France, c'est pas toujours gagné. Et à l'étranger, c'est vraiment là pour le coup très compliqué. Un stagiaire ou un second, c'est quand même très compliqué à vendre à la production. Alors, par contre, une coproduction étrangère qui viendrait en France, oui, mais là du coup, c'est toute l'équipe franco-française en fait qui est impliquée dans l'histoire. Donc ça change pas grand-chose au mode de recrutement habituel. Ok. Voilà, c'était pas forcément pour un stage, parce que je me doute que c'est pas trop possible d'en trouver, mais un peu plus pour la suite. Et dans mon cas, je suis bilingue italien, je parle anglais et j'apprends le polonais et l'allemand là, parce qu'il faut qu'on s'occupe. Ouais, non, t'as raison. Après, c'est toujours bon à savoir. Donc, le polonais, évidemment, c'est beaucoup plus rare, même si on ne tourne pas beaucoup en Pologne, mais le cas échéant, ça peut être évidemment un plus, ouais, bien sûr. Tu vas apprendre le chinois, peut-être, ça peut aider dans les années à venir, je pense. Okay. En fait, il reste encore un mois de confinement. Donc, les productions internationales qui viennent en France, si on parle des productions américaines, par exemple, souvent font appel à des prods exés qui sont toujours les mêmes. Enfin, je parle des grosses productions. Je crois que c'est Peninsula et c'est quoi l'autre prod? Voilà. Et donc, bon, contacter les prods, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un truc aussi, c'est que les techniciens sont souvent aussi les mêmes. C'est-à-dire qu'ils ont une liste de techniciens. Pour les ingé son, il y a quelques noms comme ça qui font ces grosses productions. Là, je parle vraiment de productions américaines, grosses productions qui viennent parce que, je ne sais pas, comme Mission Impossible, par exemple. Qui viennent en France et donc ils recrutent. Alors souvent, là, pour le coup, l'ingé son américain vient, mais quand ils ont besoin, si c'est une seconde équipe ou alors ils font appel à des ingé sons qui sont souvent les mêmes. Alors, il y a des modes. Souvent, ces ingé sons, c'est des ingé sons qui ont fait des grosses productions françaises. Et donc, pour les Américains, voilà. Donc, en fait, il faut regarder sur IMDb et puis contacter éventuellement les ingé sons qui font ces films-là. Voilà. Ouais. Ok. Enfin, c'est pas une recette. C'est pas une recette. C'est juste que, à part ça, je vois pas quoi. Ouais. Ok, je me posais la question s'il y avait des techniques spécifiques du coup, ou si c'était vraiment un peu au feeling. Ouais. De manière générale, il n'y a pas de technique spécifique. Je ne parle pas que des productions étrangères. Il y a pas de. Ça représente une infime part de notre métier. Ça représente une infime part de notre activité aussi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de spécificité, comme dit Ken. C'est un peu les opportunités, un peu les gens que tu vas rencontrer. Et si tu tombes sur une équipe via tous les réseaux et les moyens dont on a parlé tout à l'heure, si tu tombes sur une équipe qui va faire un film à l'étranger ou fait un film étranger
En France, c'est peut-être comme ça que tu vas y arriver, mais il n'y a pas de cas spécial film étranger, film étranger à l'étranger, film français ou film étranger en France, quoi. Enfin, Alors moi, j'étais engagé sur des productions comme ça. Et en fait, mais j'avais déjà un peu d'expérience. Donc, j'avais 10 ans d'expérience. Mais pourquoi on m'avait engagé? C'est parce que les productions supposaient que, comme j'avais fait des grosses productions françaises, que je savais travailler à la manière américaine. Donc voilà, c'est vraiment là pour le coup une histoire de CV, sans même me rencontrer, rien. Ils m'engageaient parce que j'avais des... Donc en fait, si un jour tu as l'occasion de bosser sur une production française, mais à ambition un peu internationale, c'est un début quoi, pour pouvoir travailler sur d'autres productions étrangères par la suite. Ok. Alors, du coup, Fabien qui nous pose une bonne question, ça c'est une question pour toi, JB. Quelles sont vos astuces pour garder une bonne condition physique et surtout pour préserver son dos et articulations? Question pour ne pas commencer avec de vilains défauts car on en paiera les conséquences plus tard. C'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Alors, c'est déjà de ne pas faire comme j'ai fait moi, c'est-à-dire d'attendre d'avoir une hernie pour commencer à s'intéresser à la position, aux postures et aux exercices à faire régulièrement. Non, mais c'est une bonne question parce qu'effectivement, si tu commences à faire ça pendant un petit moment, forcément, tu vas ressentir les méfaits de notre métier. Mais il n'y a pas que Perchman, je pense que tous les métiers du plateau qui nécessitent des contraintes physiques. C'est vrai que de faire, en 2 mots, c'est vrai que de faire un sport qui va réguler un petit peu la musculature de ton corps et surtout des appuis principaux que tu utilises pour faire la perche, en l'occurrence les épaules, le dos, voire les bras. Mais enfin bon, les bras, moi par exemple, j'ai des bras de mouche, ça ne m'empêche pas de travailler. C'est d'arriver à déjà avoir des postures de blocage, des postures assez droites quand tu travailles. Ça, c'est pas simple à faire. On a tendance à cambrer au début parce que c'est lourd et parce que c'est une manière de se reposer. Et puis à côté de ça, faire de la natation, de l'aviron, des sports qui aident pas mal à muscler des parties très, très charnières qui sont sollicitées pendant le travail. Oui, et je pense aussi des choses moins musculaires comme du tai chi ou du qigong qui, moi, m'ont vachement aidé à centrer mon corps, à installer un centre de gravité beaucoup plus intéressant pour la perche. Alors là, c'est pas un travail musculaire, mais du coup, c'est un travail de centrage. Moi, j'incite beaucoup les perchemans à faire du qigong, du tai chi, qui sont vraiment bien dans ce sens-là. Oui, c'est vrai. Mais je suis rétrospectivement, si je devais faire les choses, maintenant, j'irais voir, par exemple, un bon kiné ou un ostéo pour lui parler de mon métier et lui dire, voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Parce que, effectivement, moi, par exemple, j'ai eu des gros problèmes de dos au bout de 10 ans. Et c'est en me faisant soigner par quelqu'un d'extrêmement compétent que j'ai appris les bons gestes, ce qu'il fallait faire, justement, tout ça. Mais cette personne m'a expliqué vraiment clairement qu'est-ce qui était sollicité quand on faisait ça, quand on faisait ce métier, ce mouvement. Et à partir du moment où on t'explique clairement les choses et qu'on te dit qu'est-ce qu'il faut faire et surtout comment il faut entretenir tout ça, tu fais les choses différemment et effectivement, c'est ultra efficace et ça marche bien. Parce que moi, j'ai plus du tout de problème, par exemple, depuis 15 ans maintenant, depuis que j'ai vu ce type-là, parce que justement, j'ai fait attention. Mais entre perchemans, il y en a qui vont être beaucoup plus, il y a des gens qui vont être beaucoup plus affûtés sur la question et qui vont te dire oui, ça. Moi, je pense que si tu ne sais pas pour l'instant qui rencontrer, à qui parler, va voir un kiné, un ostéo, quelqu'un comme ça qui va vraiment t'expliquer les mauvais moments à ne pas faire, par exemple. Oui, et moi, je recadre toujours les perchemans et les jeunes, les seconds et les stagiaires, quand ils se mettent à commencer la perche, je les recadre toujours sur leur position de dos et tout ça, parce qu'il faut être hyper attentif à ça. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Merci. Non, j'ai pas mis ma caméra. J'ai juste mon micro. Mais merci pour vos réponses en tout cas. Et le matin, est-ce que vous faites des étirements avant le tournage, par exemple? Ouais. Tous les matins.
Ouais, tous les matins, échauffement, étirement avant le tournage, je fais ça. Mais encore une fois, depuis que j'ai eu mes problèmes, quoi. Oui, Pas voilà. avant, pas avant, ouais. Parce que en fait, mais ouais, parce que effectivement, c'est très compliqué de commencer une journée, surtout par exemple en hiver où il fait froid, tu arrives, tu es engoncé dans plein de vêtements, et d'un seul coup, tu as une paire de 5 mètres avec une bonnette hyper lourde, avec du vent, etc. Et tout, et tu fais un plan pendant 5 minutes, et ben ta journée, elle est foutue, quoi, après. C'est-à-dire que tu le ressens tout de suite. Si tu n'es pas un peu échauffé, si tu n'es pas un peu assoupli pour ce genre de choses. Et effectivement, c'est vraiment efficace. Mais moi, encore une fois, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Je ne faisais pas ça avant. Maintenant, je le fais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça change tout, quoi. Enfin, ça change. Mais ça dépend aussi de ta musculature, ça dépend de ton physique. Il y a des gens qui sont plutôt chétifs et qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui sont très musclés, qui n'ont pas vraiment de problème avec ça. Et effectivement, ça va être peut-être plus facile pour eux. Je crois que ça dépend aussi de toi. Si tu es sportif, athlétique, tu auras peut-être moins besoin de ce genre de choses. En tout cas, ça fait toujours du bien de s'échauffer le matin. Ouais. Et parce que moi, j'ai déjà vu des perchman bon, qui avaient peut-être la quarantaine, mais qui avaient des hernies au niveau hernies, tendinites au niveau du cou, des coudes. Et où là, il était quasi trop tard pour commencer à prendre en charge la chose. Donc, c'est pour ça, Oui, oui. au possible, là où on peut prendre en charge et faire attention. Ouais, c'est bien que tu t'en inquiètes. J'avoue que moi, je ne m'en étais jamais inquiété. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en inquiètent pas et qui, effectivement, commencent à ressentir les problèmes et, à partir d'un certain âge. Si tu continues à faire ce métier, hein, perchman, évidemment, Ouais. pas d'un certain âge. Mais, Oui, c'est ça. Et moi, je me souviens que j'avais comme règle un peu d'aller quasiment systématiquement voir un ostéo entre chaque film ou tous les 6 mois, enfin même régulièrement remettre un peu faire une révision, quoi. Donc, je pense être conscient de ce truc-là. Et les ostéos, ils ont connaissance de notre travail. Enfin, ils connaissent ce que c'est le métier de perchman. Il y en a qui sont plus ou moins au courant. Ils ont connaissance des contraintes qu'on peut avoir à partir du moment où on leur explique. Je pense qu'ils ont compris que notre corps il était sollicité d'une certaine manière. Donc, après, ils ont déjà vu, j'imagine, déjà des making-of. Ils ont déjà vu des images de perchman en train de travailler. Donc, ils ont moi, maintenant, je suis allé voir un kiné qui n'avait jamais fait de cinéma, qui a très vite compris mon problème, par exemple, qui a très vite compris les contraintes que j'avais parce que je lui explique et parce qu'elle a déjà vu des images de gens au travail, quoi. Donc, oui, c'est. Si tu veux passer par par un kiné ou un ostéo, effectivement, les gens comprennent les contraintes qu'on peut avoir, si on leur explique bien. Merci beaucoup. Ok, on va prendre une toute dernière question et puis on va clore cette session. Il n'y a pas le fils d'un ingénieur du son qui est ostéopathe et qui a fait une petite étude. Alors, c'est le fils d'Olivier Binet de Tapage, qui est effectivement ostéo et qui a fait une étude sur les perchman l'année dernière. Donc, il s'appelle Tristan, je crois, Tristan Binet, c'est ça? Non, je ne me souviens plus. Je ne l'ai pas vu, mais il nous avait tous sollicités. C'était pour son mémoire d'études. Il avait fait une étude sur les perchman. Donc, j'essaierai de le trouver. Alors, son étude, j'en sais rien, Claire. Je ne sais pas où on peut la trouver, mais je peux essayer de retrouver ses coordonnées. On va voir. Je vais farfouiller dans mes petits papiers. Bon, ben voilà, je crois que là on est 12h24, parfait, on aura fait 2 heures. Merci à toutes, à tous, c'était chouette, encore une fois. Merci JB, merci Ken, merci Olivier, merci pour votre précieux concours. La prochaine session, ça sera avec Outku, Incel et Sophie Guillemard, ça sera vendredi, pareil, 10h30. Vous y êtes évidemment tous conviés, et des nouveaux, et tout ça. Et puis, portez-vous bien, prenez l'apéro, sortez pas, et on se revoit très vite dans la vraie vie. Je vous embrasse, et à une très prochaine fois. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde, merci à tous. Salut à tous. Salut.